le cinéma c'est devenu juste une arme de propagande. T'as une grille de règles où voilà, faut que t'aies toute la représentativité, le handicapé, le noir, l'arabe. Et en fait, ça fait des films qui sont toujours packagés de la même façon. C'est tout le paradoxe, c'est que ces gens vont te revendiquer la diversité, mais ils représentent toujours tout le monde de la même façon. Aujourd'hui, on va se dire, un acteur hollywoodien ou un joueur de foot, il est surpayé. Et quand tu dis ça, généralement, c'est que t'as un QI à 2 chiffres. C'est toi, l'imbécile heureux, qui paye ton abonnement pour regarder des matchs de foot, qui achète des maillots. Au début des conflits entre Israël et la Palestine, t'avais tous les gauchistes qui disaient ouais, on va boycotter les McDo. D'un coup, ils comprenaient comment le capitalisme marchait. Ah, en fait, on a un pouvoir, on peut ne pas acheter chez eux. Par exemple, tu vois, on compare à un Cryptost ou même chez le Journal du Coin, des trucs comme ça, c'est une concurrence déloyale. Qui sont allés gratter des aides du gouvernement et avec ces 50 000 euros, ils peuvent faire plus qu'un média qui n'a pas les mêmes moyens, qui doit trouver du financement. Bonjour, comment ça va? Ça roule. La forme. C'est quoi le menu aujourd'hui? Alors, le menu. Aujourd'hui, on va manger du gauchiste. Pourquoi? Parce que sur Twitter, récemment, j'ai constaté qu'il y a eu plusieurs discours anticapitalistes. Donc c'est pour ça quand je dis gauchiste, là c'est plus des étatistes, hein, en l'occurrence, qui sont aussi des gauchistes. Mais c'est vraiment des étatistes, qui ont affirmé, donc c'est Antoine Lomans, si je dis pas de conneries, c'est ça son petit nom. Et surtout, ma préférée, c'est Sandrine Rousseau, donc célèbre députée écologiste, et Antoine Lomans, LFI, Léo Mans, pardon. Et donc il déclare, donc lui, je vais vous mettre l'extrait après à l'écran, hein, mais en gros, lui, il explique que le responsable de la canicule, c'est le capitalisme. Donc ça, c'est un des raccourcis Mario Kart les plus grandiloquents de l'histoire. Et on a Sandrine Rousseau qui nous explique lentement mais sûrement qu'en fait on est dans un tel ultralibéralisme capitaliste, je sais pas quoi, que on est en train de pousser à notre fin l'humanité et qu'il faut arrêter et faire demi-tour. Hem, donc voilà, à partir de ces aberrations, hem et moi j'ai eu une réalisation, c'est quand j'ai vu que Sandrine Rousseau disait ça sur France Info, qui est un média public, donc qui est payé par nos impôts. Donc en gros, nous, tous les Nicolas de ce pays, on paye pour que des espèces de cucks comme ces journalistes, parce que c'est comme ça que je l'ai tweeté, acquiescent qu'une folle furieuse, qui a vraiment des takes d'ado prépubère, puisse déblatérer tout ça et potentiellement influencer les gens. Et je me dis, à la limite, si c'était une chaîne privée, bon, why not? Sauf que c'est nous qui payons pour, et moi je ne consens pas. Surtout, en plus, il y avait la pluralité des voix, tu vois? Si à un moment, on avait une ado prépubère qui lâche ça et puis qu'après, il y a un mec sensé, qui ramène l'inverse. Mais le problème, c'est que même si ça arrivait, souvent, c'est dans des mesures, et des proportions, Mmh. qui sont incomparables. Genre, en fait, Ouais, 80 du temps, c'est les mêmes qui te racontent les mêmes conneries tout le temps et tu jamais une autre, opinion qui diverge et c'est crevant. c'est crevant, et surtout, aujourd'hui, la seule opposition qu'il y a à ce discours, c'est c'est fourni par le privé, c'est par des chaînes privées. Tu vas avoir soit vraiment des médias super indépendants, et un peu plus niche, mais si tu prends un média mainstream qui donne à peu près un contre-pouvoir de temps en temps, ça va être CNews, où il va y avoir quelques onces de libéralisme. Mais c'est pas le rôle du privé de faire un contre-pouvoir au public. C'est normalement au public de s'équilibrer lui-même s'il veut être neutre. Sauf que le public n'est pas neutre. Et le problème, c'est que c'est nous qui payons pour ça. Alors que le privé, au moins, on ne paye pas. Mais. Et c'est tout l'objet de la première chose que je voulais vous partager. C'est la nouvelle version de notre petit site Nicolas qui paye. Donc, pour ceux Et qui. que je découvre en live aussi. Alors, il a une mise à jour graphique. Je vous remets l'animation parce qu'elle est quand même vachement rigolote. Donc du compteur. Donc pour ceux qui connaissaient l'ancienne version, et d'ailleurs, merci à tous d'avoir fait un tour dessus. Je crois qu'aujourd'hui, on est à plus de 5000 personnes qui se sont tapées des barres dessus, donc c'est cool, ça fait plaisir. On a une mise à jour de l'interface déjà du menu qui est beaucoup plus propre qu'avant et qui marche mieux sur téléphone. Je sais que c'était pas top top. Donc là, vous avez toujours les onglets, avec le simulateur de raquettes, les solutions, et cetera, et il y a une nouvelle page média à laquelle vous pouvez accéder donc via le menu, mais également heu, via un onglet que j'ai ajouté ici, et on va découvrir ensemble ce qu'elle contient. Donc,
vous le savez, en France, les médias sont quasiment tous publics en réalité, parce qu'ils sont gavés d'argent public. Merde, j'ai une grosse notif. Donc ils sont gavés d'argent public, c'est un enfer, hein. Il y a pas un média qui en reçoit pas quasiment, c'est extrêmement rare d'en trouver. Donc moi j'ai eu une petite idée, tu me diras ce que tu en penses. C'est que je suis allé sur le site du gouvernement et j'ai récupéré toutes les aides à la presse depuis 2015 et j'en ai fait un graphique. Donc cette petite chose, heu, vous permet de découvrir toutes les aides qui sont versées, aux médias et à la presse. Donc vous avez, bah, voilà, des aides directes, aide au pluralisme. Bon, je vous les fais pas toutes. Si jamais vous avez du mal à comprendre, et moi aussi c'est le cas, ce que c'est, vous allez dessus. En fait, vous avez une petite bulle info, bon, qui est qui décrit à ma façon, ce que c'est. C'est pas la définition académique, mais je trouve que ça parle mieux que des définitions foireuses, parce que quand tu lis les trucs du gouvernement, tu as envie de te tirer les cheveux. Et comme ça, vous pouvez vous marrer un bon coup. Donc là, c'est l'évolution depuis 2015 des aides à la presse. Je sais pas ce qui s'est passé en 2023, mais ça a bombardé, hein. Hem, Fallait convaincre. de quoi? Fallait convaincre de quelque chose. Je Je sais crois. pas je sais pas ce que c'est, mais il y avait quelque chose là. Ouais, ouais, là, ils se sont dit parce qu'on passe quand même de ouais, on fait fois 2 quand même, c'est énorme, hein. Et c'est énorme. Il y a pas eu un changement de loi ou de façon de compter là quand même? Je sais pas. Je J'ai pas encore poussé le détail de qu'est-ce qui a tant augmenté cette année-là, mais par exemple, je crois que c'est les aides directes, hein. On voit les Faudra aides que tu directes. fasses une modif là, une petite mise à jour et que, il y ait, tu sais, Ah! la composante, tu sais, dedans et que tu vois Ah la oui. somme. Oui, OK, ouais, je vois ce que tu veux dire, qui a en fait la composante enfin, Ouais, c'est ça, ouais. dans le total ici. Du coup, c'est une aide exceptionnelle qui va durer, toute notre vie, c'est ça? Alors c'est ça, c'est que c'est très drôle en fait. C'est que tu as les aides directes, mais tu as surtout une aide exceptionnelle papier. Et là, je vous invite à lire l'aide. Donc, c'est une aide temporaire pour compenser la hausse du prix du papier. Incroyable. Et là, on a balancé quasiment 30 millions comme ça, donc ça explique déjà une partie du surplus. Mec, j'ai vraiment l'impression peut-être d'être dans, Bastia là avec, Ouais, la lettre ouverte là la des mecs qui pétition font des des chandeliers, fabriques. là, des fabricants de chandeliers qui se plaignent de la concurrence déloyale du soleil et là, tu as un peu la même chose avec le mec qui dit: «Ouais, c'est pas normal que maintenant on puisse tout numériser, que maintenant il y a internet. Nous, on a mis de l'argent dans des machines à imprimer, on veut une aide». Et ils reçoivent 30 millions. C'est l'État qui fait de la résistance au changement Avec et qui notre paye argent. les mecs. C'est fou, c'est fou. C'est du pur génie. Donc, ouais, bah, en fait, c'est surtout ça. Et après, ouais, non, après le reste, j'ai pas l'impression que ça ait beaucoup bougé. C'est surtout après les aides directes, donc il y a, je pense, beaucoup plus de gens qui se sont inscrits pour gratter des aides, hein, tout simplement. Ensuite, parce que sinon c'est pas marrant, c'est que là vous avez la liste de tous les médias qui ont reçu des aides. Donc bon, il y en a un paquet. Mais si par exemple on prend, vraiment c'est un pur hasard, hein, je tape Blast, par exemple. Tu peux voir, oh là là, c'est incroyable. Et après, parce que j'ai envie de faire quand même un peu de drama, je prends un média crypto, The Big Whale par exemple. Bon, vous allez voir, Ah, c'est des ça va, petits joueurs, hein. c'est pas dans la même proportion. Ouais. Là, après, bon, Le Figaro, le problème, c'est qu'ils ont plusieurs rubriques, mais si j'en prends un, et si je prends l'Humanité. Mais j'imagine Le Figaro, comme ils ont des imprimantes et qu'ils utilisent du papier, ils ont dû recevoir la Oui, oui. petite, heu, la petite Bah, aide exceptionnelle là. bah, c'est pour ça Parce que que ça pump autant ici, hein. C'est ouais, pas pour rien, hein. ouais, Voilà, j'ai comme quoi les pris. médias numériques, eux, ils augmentent pas sur la dernière. Non. Donc voilà, par exemple, là, j'ai vraiment. Comment? C'est vachement intéressant, j'adore. Moi, je me suis vraiment. Bon, c'est un truc de niche, hein, mais j'étais mort de rire quand je le faisais. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a un peu de pluralité. On a un média communiste, un média crypto, un média un peu plus à droite, puis 2 autres médias communistes, parce que c'est dur de trouver des médias de droite en général. Et on peut voir l'évolution des subventions. Donc si on fait quand même un petit tour rapide, on peut voir que effectivement, c'est un racket. Donc pour juste, c'est une balle perdue gratuite, mais il paraît que The Big Whale aurait touché 50 000 € en 2022. On voit que Blast, cette année-là, ils ont bien chargé, hein, quasiment 1 million d'euros. Et Attends, l'année mais après. The Big Whale, tu allais le foutre à la main ou quoi? Non, non, c'est vraiment c'est dans le fichier, hein. En fait, je m'en suis rendu compte parce que je cherchais à la toute fin dans les lettres.
et je vois un moment, ça et je me suis dit: «Putain, je connais ce truc» et voilà. Mais de toute façon, ça doit être public, hein, ils doivent pas le nier. Je pense que c'est pas un sujet tabou. Comme tu as dit, il paraît, je lui dis il l'a foutu dans le Excel. Non, non, non et vraiment après, je suppose que le site du gouvernement est assez fiable pour ça. Donc après s'il y a une erreur, en tout cas, ça vient du fichier d'origine, c'est pas moi qui l'ai rajouté, je Tu le as mis juge. le lien, vers les sources? Non, je pourrais mettre le lien vers le fichier CSV, tu as raison, ou Ah, même ça la vaut le coup, page, je pense. mais c'est Ouais, ouais. vraiment du data.gouv, hein, c'est sûr. Mais voilà, donc là, vous avez un peu un ordre d'idée de combien nous coûtent ces arnaques par an. Donc là, on peut voir quand même que pour des médias, cocos, Libération et l'Humanité, bah, eux 2 déjà, c'est 10 millions par an, hein. En sachant que, par exemple, l'Humanité, si je dis pas de bêtises, c'est le média qui coûte le plus par lecteur. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement peu de gens qui lisent ce torchon que si tu rapportes la quantité de subventions qu'ils reçoivent au nombre de lecteurs, c'est du genre, mais c'est des milliers d'euros par lecteur. Donc c'est délirant, hein. Le truc, on est sur une autre planète. C'est une folie, mais et comment ils justifient ça déjà? C'est pour avoir la pluralité des opinions, c'est ça? Pour que tout soit représenté? Ouais, c'est ça. Genre comme si les gens pouvaient pas faire du journalisme eux-mêmes, quoi. Et tu sais, c'est comme si s'il y avait pas à partir du moment où il y a des idées, il y a forcément un marché pour ces idées. Et puis évidemment, les idées de l'humanité, personne n'en veut. C'est quand même marrant. Et à l'inverse, tu vois, Le Figaro, qui est plutôt généralement réputé pour être un peu à droite, eux, ils touchent 4,6 millions d'aides, mais par contre, ils ont énormément de lecteurs, ce qui fait que par lecteur, c'est moins dangereux. Cela dit, c'est pas pour autant que c'est bien, hein. Faut les virer. Faut absolument rien leur donner et probablement qu'ils feraient faillite et c'est très bien. Je rajoute juste ça, voilà. Donc voilà, ce que j'avais envie de vous montrer et bien évidemment en dessous, il y a les médias que nous on recommande, c'est-à-dire nous, et quelques chaînes YouTube, qu'on apprécie, donc Le Bunker, nous, Le Guy, Sylvain Tiger, l'Institut des Libertés et des comptes X à suivre, donc bah, l'original Nicolas qui paye, et cetera et vous avez même des petites musiques que vous pouvez retrouver. Celle-là, elle est vraiment énorme, je vous invite vraiment à l'écouter, elle est marrante. Puis là, on a une playlist de musique qui nous est proposée par Libertarien sur pourquoi Nicolas se fait massacrer. Donc Faudra voilà. faire gaffe avec la Fuera, qu'ils nous mettent pas, des droits d'auteur. Bah là, vu que c'est le lecteur Spotify, j'ai pas de risque. C'est vraiment, c'est Spotify qui est embêté, donc ça lui revient, c'est des streams pour lui, c'est cadeau. Donc normalement pas de souci à ce niveau-là. Bon, ça c'était la petite blague, d'introduction, mais qui je pense Blague solide. ouais, 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 ouais. Elle était quand même, je suis quand même allé assez loin et en vrai, je trouve ça passionnant en vrai de voir ça parce qu'en fait là, on se rend compte que c'est des millions par journal. Quand on voit la quantité de journaux qu'il y a, Mmh mh. bah, on comprend très vite que oui, il y a un problème, hein. Eh oui, on a une autre activité. Nous, on ne passe pas encore notre temps à siroter des mojitos sur les plages du Salvador avec notre stack de Bitcoin. Non, on n'est pas en train de vous dire de venir nous kidnapper, on est là pour vous parler de Pixelysium, notre entreprise de développement informatique. Comme pour nos tutoriels et nos tests sur les outils Bitcoin, on a décidé de créer Pixelysium avec une philosophie simple. Rendre la technologie accessible et adaptée à vos besoins avec pragmatisme. Vous avez peut-être déjà travaillé avec des ESN, des agences web peu convaincantes ou de simples freelancers. Et vous connaissez la musique, un prix exorbitant, des délais qui ne sont pas respectés, une communication qui ne marche plus, tout ça pour à la fin un résultat qui n'est pas très convaincant. Chez Pixelysium, notre approche est totalement différente. Si vous aimez notre façon d'expliquer Bitcoin, vous allez sûrement adorer travailler avec nous sur vos projets de développement. Notre devise est simple. Concentrez-vous sur l'essentiel et nous nous chargeons de la technique. Durant 4 années passées dans le conseil à Paris et à Genève, nous avons accompagné de nombreux clients tels que les groupes de luxe Kering et Richemont, ainsi que la Fédération française de rugby, et on s'est même attaqué aux entreprises publiques comme la BPI et EDF. Mais ce n'est pas tout. Nous avons également plein de réalisations à notre actif. Je vais pas toutes vous les citer ici, mais je vais quand même vous donner une petite idée. Une application mobile de streaming de vidéos privées Scanderia pour Idrissa Berkane, la plateforme de gestion des ventes et des affiliés pour Consensus Network, de nombreux sites web modernes et dynamiques, des boutiques en ligne, des SaaS, des logiciels, bref, à peu près tout ce que vous pouvez imaginer. Bon, et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez visiter notre site web pixelysium.com ou cliquer sur le premier lien dans la description qui vous permettra de transformer vos idées en réalité en réservant un appel 100% gratuit avec nous, et vous pourrez donc nous faire part de vos idées ou de vos problématiques. Il y a un truc qui tourne pas rond. Encore en plus, moi j'ai pas envie de comploter, mais ça on va dire c'est officiel. Mais il y a tout ce qui est en nature, Bien sûr. et puis les lois qui sont mises en place pour protéger et tout. Oui, oui, non mais toujours. Le scam est gros, quoi. On se rend pas compte,
et puis surtout, faut voir, il y a aussi ce qu'on ne voit pas, c'est que, bah, c'est la concurrence déloyale que ça fait sur les gens, genre nous par exemple, qui ne touchons pas de subventions et du coup qui galèrent beaucoup plus parce que nous on est en concurrence, bah, alors pas directement mais presque. Bah, par exemple, tu vois The Big Whale, si on prend ça, et qu'on le compare à un bah, pas forcément nous, mais à un Cryptost ou même chez le Journal du Coin, des trucs comme ça, en réalité, c'est une concurrence déloyale. Et la vraie cette fois. C'est-à-dire qu'ils sont allés gratter des aides, du gouvernement et avec ces 50 000 €, bah, ils peuvent faire plus qu'un média qui doit trouver du financement public et qui a pas les mêmes moyens. Et ça me fait penser, non, tu voulais dire? Non, non, et je voulais juste conclure que du coup, ce qu'on ne voit pas, c'est tout le coût d'opportunité qui est du coup, bah, niqué, auprès de tous ceux qui ne bénéficient pas de ces aides. C'est que derrière, c'est, moins de contenu pour les autres, plus de concurrence, plus de faillites de personnes qui auraient peut-être pas dû faire faillite et cetera. Et ça me fait penser à une vidéo là que j'ai vue et je vous le conseille, je regarde de plus en plus ces vidéos. C'est, Juste Milieu et il faisait une enquête, pareil sur, les contrats qu'il y avait eu entre des journalistes au début, présentateurs qui au fur et à mesure avaient créé, leur propre, agence de production. Mmh. Donc en fait, c'est tous les gars que tu vois en permanence sur toutes les chaînes publiques quasiment et là, même la plupart des chaînes, qui proposent après des émissions, sur les chaînes publiques et en fait, tu vois les montants qui sont engagés. En gros, c'est ils extorquent, l'État, tu vois? Mais en Mmh. fait, c'est des contrats entre les 2. Et comme les mecs, c'est devenu des références, plus que l'État, lui, de toute façon, il s'en fout de combien ça coûte. Mais tu vois des montants, mais hallucinants. Genre, ils te payent des émissions, il y a personne qui regarde pour, Mmh. des millions et des millions chaque année et puis ils renouvellent et tu les trucs comme, c'est les 12 coups de midi, toutes ces émissions à la con là et bah, c'est j'avais jamais, capté, mais tu sais, c'est des chaînes publiques quand même. Et à la fin, en fait, l'État paye ces émissions pour que toi, tu ailles regarder ces trucs de merde. Et en fait, les gars se gavent. Et N'importe quoi. voilà, quand je dis, que ça, c'est juste la face, émergée de l'iceberg, immergée, merde, j'oublie à chaque fois la différence entre les 2. Mais c'est monumental, en fait, toute la thune qui sort, juste avec ça, hein. Là, c'est juste l'audiovisuel et les programmes, ouais, d'information. Mais Mais là, en plus, après, là, moi, dans ce que j'ai mis, hein, que ce soit bien clair, c'est la presse. Donc là, ça voilà. n'inclut pas, les chaînes de télé publiques et cetera, hein. Ça inclut pas le CNC avec le cinéma. Si on cumule tout et en vrai, dites-moi dans les commentaires, je peux m'amuser à le faire et je pense que la data doit être publique aussi, c'est d'aller retrouver l'ensemble des subventions dans le cinéma, à quel film ça part. En vrai, ça pourrait être très drôle, Ouais. de vraiment faire un panel comme ça et de dégrossir pour, vraiment se rendre compte du mammouth. C'est vraiment une application qu'il faudra faire développer à des étudiants, ça, où tu tu vois le montant investi par l'État et les retours sur investissement, c'est le nombre, la note IMDb, le nombre de spectateurs, la thune, qu'ils ont fait avec les entrées et tu vois les ratios et avec le privé, tu compares ça avec le privé. Ouais, non mais clairement. Clairement et surtout en plus, enfin, on se rend bien compte que, enfin, le cinéma français, pour prendre ce cas particulier, c'est devenu une merde, mais c'est absolu. C'est-à-dire que t'as que des espèces et je sais plus c'est la vidéo de qui que j'avais vu sur ça où vraiment, il avait fait un travail de fond, mais c'est que des, comédies, très légères, familiales, ou des films engagés, woke. Mais il y a plus rien, il y a plus aucune prise de risque, c'est vraiment le stéréotype et en fait, on s'enferme dans un espèce de carcan comme ça, parce qu'il faut remplir toutes les cases que le CNC a exigées si tu veux toucher ta subvention. Ce qui fait que, bah, tous les films qui touchent des subventions sont les mêmes et vu que c'est la majorité, bah, on se finit avec des films pas fous, à revoir tout le temps les mêmes têtes, sur les mêmes thèmes et heu et c'est dommage parce qu'en plus, on est quand même monstrueux, par rapport au reste du monde pour un Monstrueux surtout, mec. C'est ça qui est fou. ouais, non, mais tu compares, on arrive à concurrencer des fois à concurrencer Hollywood et les États-Unis, alors qu'on est un pays microscopique et communiste. Quand tu vois, je sais pas, tu compares ça à l'Italie ou l'Allemagne, ils sont pas à notre niveau, hein et pourtant ils sont dans une situation économique, bah, dans les 2 cas quasiment meilleure que la nôtre, surtout pour l'Allemagne. Donc c'est ça qui est fou, c'est qu'on a un talent monstre, mais c'est tellement gâché, enfin bref, ça rend fou. Ah, il y a un super livre, sur le sujet, c'est, de Woke Fiction de Samuel Fitoussi. Je m'étais commandé pour Noël
Et il est vraiment bien. Il explique exactement, bah, tout ce qui s'est passé là depuis quelques années où en fait le cinéma c'est devenu juste une arme de propagande et puis qu'en fait il y a une censure interne qui est faite et en même temps bah je sais même pas d'où c'est parti exactement, mais je pense qu'ils ont dû suivre l'argent, et puis les subventions, il doit y avoir un truc comme ça et puis même au fur et à mesure, en fait, les gens le demandent, mais tu sais, tu même, pour recevoir des récompenses, genre maintenant, tu sais, il faut à chaque fois, tu as une grille de choses à respecter, de règles où, voilà, faut que tu aies toute la représentativité, le handicapé, le noir, l'arabe, le truc. Genre, il faut vraiment qu'il y ait tout le monde à chaque fois. Faut pas que la femme elle soit trop victimisée, faut qu'elle soit forte. Et en fait, ça fait des films genre faits à chaque fois sur mesure, qui sont toujours packagés de la même façon, et surtout dans lesquels tu t'es même plus en capacité de t'identifier, parce qu'en plus, souvent, ce qu'ils font, c'est que les personnages, et c'était toute la théorie que j'adorais dans ce livre, c'est que c'était plus essayer de voir le bon et le mauvais dans chaque individu et de pouvoir s'identifier à la fois dans ce qu'il y avait de meilleur et dans ce qu'il y avait de pire. Maintenant, c'est juste des représentants de groupes. Et c'est là un peu toute l'idée communiste et socialiste, c'est qu'en fait chacun est le représentant d'un groupe et puis en fait un individu. Et tu le sens de plus en plus parce qu'en fait à chaque fois ils ont des discours qui sont déjà tous préparés. Tu peux déjà savoir tout ce qui va se passer à l'avance parce que c'est toujours la même chose. Ouais, Et ça en fait des films nuls. ouais et c'est ça et c'est vrai qu'en plus, c'est tout le paradoxe, c'est que ces gens vont te revendiquer, la diversité, qu'on est tous différents et cetera, mais ils représentent tout le monde toujours tout le monde de la même façon. C'est que, tu sais, noir, c'est pas une couleur de peau, c'est un état d'esprit. Blanc, c'est ça et en fait, du coup, tu pas le droit, de si tu es dans ce groupe, tu dois penser comme ça et en fait, tu uniformises les gens en faisant ça. Ouais, mais en plus, tu sais, t'avais des trucs comme ça où, attends, ils avaient refusé des rôles de méchants ou de voleurs ou je sais pas quoi, tu vois, des gens de minorité Mmh. qui devaient pas être représentés de cette façon. Et du coup, en plus, ça stigmatise les acteurs qui ont envie de sortir de l'ombre parce qu'ils ont même pas le droit de faire ces rôles. Et tu te retrouves dans des trucs aussi débiles que ça. C'est... Oui, parce qu'on le rappelle pas assez souvent, mais les premières victimes de ce système, c'est les minorités, et cetera, qui prétendent défendre, hein. C'est les premières victimes. C'est eux qui vont en pâtir le plus. En plus, en faisant ça, tu crées forcément une opposition, entre les groupes avec leur fausse dichotomie où tu as les minorités, les majorités, enfin les minorités opprimées et la majorité oppressive et là, bah, après c'est fini. C'est que, bah, oui, tu crées du ressenti et derrière, c'est ça le pire, c'est que tu crées le vrai racisme et la vraie oppression en faisant ça. C'est que là, après ça, bah oui, le noir à qui tu expliqué que tous les maux de sa vie sont liés aux blancs, il va finir par haïr les blancs et le blanc qui va voir que, le noir pense ça, va se mettre à haïr le noir et là, tu as créé un racisme bilatéral, c'est parfait. C'est là la situation et eux, ça entretient leur machine. Parce qu'après, c'est un cercle qui s'entretient et la situation qu'ils ont eux-mêmes créée, ils continuent à la défendre. Et pour ça, je vous invite à lire par exemple Thomas Sowell qui en parle très bien avec le cas des Américains, des Noirs américains aux États-Unis. C'est qu'à partir du moment où on a voulu commencer à discriminer positivement et à biberonner certains groupes, c'est là où on a commencé à creuser les inégalités. Et par exemple, il prend un exemple hyper parlant, c'est dans la fin du, c'était dans les années, je crois, 60, donc 1960. Jusqu'alors, les noirs américains voyaient leur niveau de vie augmenter et leur taux de chômage baisser. C'est-à-dire que vraiment, leur niveau de vie s'améliorait, parce que, bah, on sortait de la ségrégation, que justement ils commençaient à être considérés comme des humains normaux, ce qui était une très bonne chose et c'était de mieux en mieux. À ce moment-là, il a commencé à avoir des politiques sociales où on a commencé à, aider les femmes, seules, isolées, distribuer des aides, avoir vraiment toutes sortes de politiques sociales et à partir de là, leur niveau de vie a commencé à baisser et il souligne un point, que je trouve hyper intéressant, c'est qu'aujourd'hui on accuse le racisme. Mais ça voudrait si on part de ce postulat, ça veut dire que le racisme aujourd'hui est plus fort qu'il y a 50 ans aux États-Unis, ce qui est une aberration totale. C'est juste strictement impossible. C'est une évidence qu'il y a 50 ans, les gens l'étaient infiniment plus. Donc c'est bien que le responsable, ce n'est pas le racisme. Le racisme existe. Le racisme a toujours existé. Mais c'est bien le biberonnage d'aide. Et surtout, il souligne un deuxième point que je trouve hyper intéressant, c'est quand tu mets en place une politique comme ça. Par exemple, tu te rends compte que
les familles monoparentales sont plus pauvres. C'est un cas, toute couleur de peau, confondue, hein. Et puis c'est assez logique, hein, il y a une personne au lieu de 2, forcément tu es plus pauvre. Après, ils ont constaté que la surreprésentation de familles monoparentales était plutôt du côté des noirs. C'est-à-dire que les noirs étaient souvent plus, représentés dans cette catégorie. Donc ils se sont dit: «Bah, il y a un problème, donc on va commencer à distribuer des aides». Tu peux te dire: «Pourquoi pas?» Même si l'idée est conne, pourquoi pas? Le problème, c'est qu'ils retirent tout le temps les boucles de rétroaction et lorsque tu prends une mesure, qu'est-ce que tu constates comme résultat? C'est-à-dire qu'il y a 50 ans, ils se sont dit: «Tiens, c'est bizarre, il y a quand même un pan de la population qui est un peu plus pauvre, est-ce qu'on n'essayerait pas de les aider?» Et derrière, au lieu de se dire: «OK, bah, on fait un point tous les ans ou tous les 5 ans pour voir si ça marche», ils retirent la boucle de rétroaction, ils se disent: «Non, non, non, mais en fait, les effets derrière, ça va être autre chose» et c'est une fuite en avant. Ils ont pas l'honnêteté de reconnaître que, non seulement ça n'a pas marché, mais que ça a empiré la situation. Et dans ce cas-là, au lieu de tout couper et de se dire: «OK, on arrête», ils vont dire: «Non, on n'en a pas fait assez» et bah, tu en arrives à distribuer des milliers et des millions, voire des milliards, de la poche des autres et après tu ne fais qu'accentuer les problèmes. Et je vous invite vraiment à lire son livre, que ce soit Intellectuel et race ou L'illusion de la justice sociale, qui sont excellents et en plus lui, c'est un noir américain qui a connu la ségrégation parce qu'il a plus de 90 ans, a été quasiment marxiste et socialiste pendant une bonne partie de sa vie et qui est devenu libéral et conservateur, par la suite, parce qu'il a compris qu'il s'était fait complètement embobiner. Et moi je trouve que c'est vraiment tu ne peux plus après avoir lu ça, continuer à propager ces idées de merde qui desservent tout le monde. J'invite les gens à aller regarder, une de nos vidéos qu'on avait fait avec Pierre Valentin, où on adresse beaucoup ce sujet. Elle date maintenant d'il y a quelques mois, hein. C'était, le danger caché du wokisme, de la discrimination positive à la tyrannie. Tout un projet. Ouais, bah, c'est vrai que ça résumait pas mal ce propos et surtout, en fait, déjà commencer par nommer le problème, c'est un bon début. On vous demande pas, d'avoir directement, une vision clairvoyante de tout, ce qui n'est pas notre cas non plus, mais au moins de commencer à comprendre que, ce sont des idées délétères et que, faire preuve de vertu là-dessus est complètement néfaste. Bon, on a fait une parenthèse de 29 minutes. OK. Je propose qu'on attaque le sujet. Là, je vous mets l'extrait, de Antoine Léaumont, donc le député LFI dont je vous parlais en introduction. Ça dure 41 secondes, c'est vraiment juste pour donner du contexte et parce qu'il me fait marrer et après on y réagit. Vous trouvez que le gouvernement est à la hauteur pour protéger les Français, pour protéger les plus fragiles en ce Non, moment? non, d'abord il faut nommer le coupable. Le coupable, c'est un système économique qui s'appelle le capitalisme et qui fait que, on fait privilégier l'intérêt économique avant l'intérêt, collectif et en particulier avant l'intérêt écologique. Ce système, il appauvrit la nature, il épuise, nos sols, on en parlait à l'instant, il épuise, l'air lui-même puisqu'il rend l'air, irrespirable et puis il épuise, les températures. Et si on ne combat pas ce système-là, alors on ne combattra pas les causes, du problème. Or, monsieur Macron, sur la question de combattre le capitalisme, on va dire qu'il est, au minimum à côté de la plaque, au pire, quelqu'un qui aide beaucoup le système. Ensuite, il y a les mesures concrètes qu'on prend face à... C'est une masterclass, hein. C'est dur. C'est C'est très dur dur, hein. d'écouter ça. C'est très dur parce que en fait, j'avais oublié la richesse de l'extrait en 41 secondes, il a fait beaucoup. Il a fait énormément et il y a en fait, en réalité, je trouve qu'il y a beaucoup de matière dans ce qu'il dit. Ce que je voulais qu'on fasse, bah, on peut commencer à y réagir à chaud, mais pour vous donner une structure, nous, l'idée là de cette vidéo, ça va être aussi de débunk un peu tous ces propos anticapitalistes de manière générale. Et pour ça, il y a un excellent livre de Ludwig von Mises, qui est un économiste autrichien du XXe siècle, qui a écrit sur le sujet et il a notamment écrit un livre, 6 leçons, qui est absolument magnifique, qui résume en 6 Ah, un leçons. livre. Oui, en plus, c'est pas un livre, t'as raison, et c'est pas lui qui l'a écrit en plus. C'est un discours qu'il avait donné, En dans une Argentine. université en Argentine, ouais, à Buenos Aires, je crois, et qui, avait été enregistré. Ensuite, c'est sa femme, à sa mort ensuite, qui avait décidé de faire la retranscription et permettre à tout le monde de pouvoir profiter de cette masterclass, qui avait duré genre 2-3 heures, je crois. Ouais, tu fais bien de le préciser, et d'ailleurs c'est assez important, c'est pour ça qu'il est aussi facile à lire. C'est que c'est pas vraiment un livre d'économie écrit par un économiste, parce que c'est vrai que Mises peut être assez difficile à lire, notamment ceux qui ont essayé de lire L'action humaine, ça se lit, compliqué, quoi. Et là vraiment c'est écrit avec des mots simples, c'est rapporté en plus d'un langage parlé, donc c'est vraiment, très abordable, il est assez court et vous pouvez vous le procurer notamment si je dis pas de bêtises, au Bitcoin Bazar à Paris.
ou chez Consensus Network dans un de leurs packs, il me semble. Je sais plus si c'est le pack libéral ou turbo-libertarien. Mais vous pouvez vous les retrouver avec d'autres livres qui sont excellents. Donc je vous invite à le faire. Et en plus, vous avez 10% de remise si vous utilisez le code promo HowToBitcoin. Ça vous fait toujours une petite réduc. Et nous, derrière, on touche quelques euros. Donc c'est gagnant-gagnant. C'est notre subvention à nous. Voilà, c'est comme ça qu'on se subventionne. Mais au-delà de ça, donc oui, l'idée, c'est aussi d'utiliser un peu les arguments de ce livre pour répondre à tous ces points sous le prisme de Mises, qui, au final, reflète juste la pensée libérale et capitaliste de la meilleure des façons, je trouve. C'est l'un des meilleurs représentants. Donc voilà. Pour revenir sur ce fou furieux-là, déjà, il y a peut-être un premier point, en fait, si on le forme un peu en entonnoir, c'est est-ce que on est vraiment dans une société libérale capitaliste? Je pense que c'est là par là qu'il faut commencer. C'est vraiment définir est-ce qu'on est dans cette situation, dans la situation qu'il décrit. Ouais, le problème, c'est l'utilisation de ce mot capitaliste qui a été tellement dévoyé là au cours des. Je sais même pas combien de temps ça fait. Ça doit faire presque 100 ans, à mon avis. Je sais pas combien de temps ça fait qu'ils ont décidé de l'attaquer, mais ça doit durer quasiment, je sais pas, peut-être de la révolution bolchevique, voire peut-être de la Révolution française. Il y aurait une étude à faire là-dessus. Mais le problème, c'est quoi le mot, en fait, lui, ce qu'il représente vraiment, c'est le capitalisme de connivence. Et en fait, c'est juste un partenariat entre le public et l'État, entre le privé et l'État, où le privé s'accorde des droits grâce à l'appareil étatique pour pouvoir accéder à des marchés, pour pouvoir être protégé, pour avoir des subventions, ce genre de choses. Mais le capitalisme, tu vas nous lire quelques définitions, c'est pas ça, quoi. Bah, c'est pas ça, et en fait, c'est un peu toujours le même problème, c'est que le mot capitalisme seul, il veut pas dire grand-chose. En fait, il faut le coupler à un système politique. Parce que, en fait, le capitalisme, ça décrit pas une organisation politique en réalité, c'est plus une organisation économique des moyens de production et de la propriété privée. Mais c'est pas. En fait, c'est ça, c'est ce que tu dis, c'est qu'on peut avoir un capitalisme libéral, mais on peut aussi avoir un capitalisme de connivence ou d'État, vous appelez ça comme vous voulez, comme on est actuellement. Et dans les deux cas, oui, on peut dire que c'est du capitalisme entre guillemets. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien la définition de Mises, qui est tout autre. Donc je vais vous lire deux définitions, comme ça on aura de la pluralité. D'abord du dictionnaire, hein, le Robert, puis du Wikipédia. Tu marches là, ouais. Donc selon le Robert, c'est un régime économique et social dans lequel les capitaux, sources de revenus, les moyens de production et d'échange appartiennent en règle générale à des personnes privées. Alors, moi déjà, ce qui me dérange un peu dans cette définition, c'est le « en règle générale » qui peut... C'est flou. En règle générale, ça peut être... c'est quoi? C'est 80-20, 50-50? C'est bon, ça laisse place au doute. Selon Wikipédia, le capitalisme est un système économique et une idéologie politique caractérisée par la propriété privée des moyens de production, la séparation du capital et du travail, et la régulation marchande. La régulation marchande, c'est les contrats privés, non? J'ai l'impression que c'est ça que ça veut dire. C'est une absence de régulation et c'est les gens qui font leurs contrats entre eux. Après, il y a déjà un truc qui me dérange, hein, c'est que dans Wikipédia, il y a déjà une petite graine marxiste avec la séparation du capital et du travail. Comme ça, en fait, oui, c'est vrai, mais Ouais, ça induit quand même en fait, c'est encore là, ça induit pour moi une fausse dichotomie à chaque fois, comme s'il n'y avait pas de porosité entre les deux et que tu peux pas avoir de capital et être travailleur et inversement. pour moi, je le vois plus en mode, ils introduisent la valeur travail. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, la valeur travail, c'est aussi un concept qui existe, qui n'a pas été complètement démonté depuis je sais pas combien d'années, et qu'en gros, on pourrait avoir un travail qui soit corrélé avec un capital qui soit défini et objectif. Et là, le problème, c'est qu'après, c'est une pente très très glissante, hein. Après, c'est le vol plané vers le marxisme. Donc moi, je vais maintenant vous donner la version de Mises. Et après, ensuite, on va essayer de débunk un peu tout ça au travers des 6 leçons, justement. Ça vous donnera en plus une vue un peu globale du livre. Donc selon Mises,
C'est le capitalisme, c'est l'histoire d'une société où chacun peut tenter de mieux servir les autres. Et je trouve ça assez simple, mais au final, c'est plus profond que ça en a l'air. Parce que qu'est-ce que ça veut dire si vraiment on essaye d'illustrer ça? C'est, je remarque en tant qu'individu que les gens mangent du pain de mauvaise qualité. Bah, je sais pas, par exemple, il y a quoi comme en Espagne, par exemple, le pain il est assez dégueulasse. Les pays du monde à Bon, part la France. c'est vrai qu'en plus, tu sors de France, le pain est un peu dégueulasse. Dans une société vraiment capitalisme, si vraiment il n'y a pas d'entrave, si je veux produire et que je suis en capacité de produire du pain de meilleure qualité, alors c'est un système capitaliste parce que bah, en fait, je vais pouvoir acheter de la farine, de l'eau, ouvrir une boulangerie, fabriquer mon pain, le vendre. Pourquoi, par exemple, la France n'est pas un système capitaliste? Selon la définition de Mises, c'est que je vais vouloir le faire, mais je vais devoir respecter 150 normes. C'est-à-dire que la taille de la baguette, par exemple, est régie. Il y a une loi sur ça. La taille de la baguette est régie par la loi. Tu ne peux pas vendre une baguette qui fait au-delà ou en dessous d'une certaine taille. Il n'y a pas des lois aussi sur le prix auquel tu as le droit de la vendre? Je suis sûr qu'il y a un truc là-dessus aussi. Je pense qu'il y a un encadrement des prix, hein, d'une certaine façon. Et je suis sûr, il y a aussi... Après, je crois que pour le coup, c'est un label. Mais par exemple, tu n'as pas le droit de fabriquer une tradition si tu respectes pas certaines règles. Parce que c'est un peu comme une appellation d'origine contrôlée où, en gros, tu as le label tradition, ce qu'il faut que tu utilises une certaine farine, etc. Les boulangers en commentaire, n'hésitez pas à me corriger ou à nous donner les normes exactes. En vrai, ce serait passionnant. Mais voilà, t'as pas le droit de fabriquer une baguette comme tu veux. Si tu veux, je sais pas, que ta baguette, tu veux mettre un peu d'huile dedans, bah t'as pas le droit. Et en fait, là, tu n'es pas en mesure de tenter au mieux de servir les autres. Parce que tu vas avoir des contraintes qui vont t'empêcher de le faire. Et ce qui fait que, par exemple, imaginons que toi, tu as trouvé un procédé qui te permet de fabriquer des baguettes de 3 mètres de long au même prix que la baguette d'1 mètre. Bah, tu ne pourras pas. Alors, en l'occurrence, marche aussi dans l'autre sens. C'est qu'imaginons, toi, ta baguette, elle coûte super cher parce que les ingrédients, c'est de la poudre d'or et qu'elles font que 20 centimètres au lieu de 60. Tu n'auras pas le droit non plus. Et en fait, tout après va se jouer sur l'ajustement des prix et les appellations, hein. Les gens vont trouver des moyens de contourner. Donc, bon, bah, finalement, ça va avoir des effets de bord, comme d'habitude. Mais c'est pour ça que, selon la définition de Mises, on n'est pas dans un système vraiment capitaliste, parce que lui, en fait, dans sa définition, il induit la notion libérale. C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir des entraves, et les seules entraves qui existent, elles sont réglementaires et elles sont dirigées par l'État. C'est pas, et c'est pas si un consommateur met une règle ou une limite, ça reste à son échelle individuelle. Par exemple, si moi je refuse d'acheter des baguettes de moins de 80 centimètres, c'est mon problème. J'ai imposé une règle. Et si tous les consommateurs, et ça va rediriger vers le premier point dont Mises parle, qui est qui dirige vraiment l'économie, est-ce que c'est les patrons ou les consommateurs? C'est si la somme de tous les individus et consommateurs, voilà, de façon organique, se disent, bah, en fait, pour nous, une baguette, moins de 80 centimètres, c'est trop peu, et que les baguettes finissent par toutes faire 1 mètre, c'est OK, il n'y a pas de souci. Ça n'empêche pas, par contre, de quelqu'un de pouvoir faire mieux ou différemment. C'est ça la grande différence. Les standards peuvent émerger naturellement. Ils émergent Exactement naturellement. ils émergent naturellement comme bah, tout principe qui émerge spontanément, comme le langage, la monnaie, ce genre de choses. Au final, il y a un moment donné où c'est plus simple de se dire, voilà, je vais acheter tel produit, bah, je me cale sur mes voisins et comme ça, déjà, je sais pas, de l'emballage, on va avoir des économies d'échelle parce qu'on va utiliser les mêmes d'une autre entreprise qui fournit un emballage qui est fait pour une baguette de, je sais pas, 80 centimètres. Et en fait, voilà comment ça évolue. Et il n'y a pas besoin d'avoir une réglementation sur tout et n'importe quoi. Et puis surtout que dans 100% des cas, hein, la réglementation intervient après. Alors, sauf en France où on arrive à réglementer avant que les choses émergent, c'est pour ça que c'est encore pire. Mais généralement, et ça reste un problème, hein, les réglementations interviennent après que quelque chose ait émergé spontanément. Et le problème de ça, c'est qu'en réglementant, tu figes. Et figer un système, c'est le tuer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se dit « Oh, là, ça a l'air de bien marcher », on reprend les exemples des baguettes qui est un peu débile, mais les baguettes, tiens, c'est marrant, elles font toutes à peu près cette taille, réglementons-le. Bah là, tu le figes et t'empêches toute innovation. Alors, je dis pas que la baguette, c'est tu peux le plus innover, mais de manière générale, c'est comme ça que ça se passe. Et là, tu figes le système et toute innovation est impossible. Donc, Je trouve que c'est un super exemple. En vrai, c'est comme ça que j'ai l'impression que commencent tous les drames. C'est qu'une fois que tu le figes de cette manière,
tu le tues, mais de plein de raisons différentes. Parce qu'en même temps, tu mets des barrières à l'entrée, comme tu l'as dit avec la réglementation, les trucs comme ça. Bon là, c'est vrai que pour la baguette, c'est peut-être un peu large, mais par exemple, pour d'autres choses qui sont un peu plus techniques, où tu vas pouvoir avoir une réglementation qui est plus fine et ce genre de choses, où il a fallu davantage de capitaux mis en œuvre pour réussir à un niveau, je sais pas, créer un téléphone, ce genre de choses, et que d'un coup tu le figes et tu dis bah maintenant il y a un standard, c'est le port USB-C, ce genre de choses, et toi tu arrives à découvrir quelque chose de mieux qui coûte moins cher, ce genre de choses, et bah en fait du coup tu te retrouves avec une entreprise déjà qui a réussi à grossir, qui s'est accaparé le marché, et d'un coup en fait tu lui donnes un monopole. Ou c'est pas forcément une entreprise, mais tu vas peut-être avoir un petit consortium de 2, 3, 4, 5 gars qui se sont pris le marché. Bon, l'exemple des banques, maintenant, il est assez connu. Et du coup, en fait, tu tues déjà tous les autres qui veulent faire la même chose, et tu tues en même temps le consommateur qui, lui, il a même plus le choix. Il doit faire appel avec ces gars qui, en plus, au fur et à mesure, souvent, ils font une petite mafia. Ils se mettent d'accord sur les prix, sur qu'est-ce qu'ils vont pratiquer. Ils vont faire du lobbyisme ensemble. Ils se rachètent ensemble. Souvent, tu vas te rendre compte qu'en fait, ils ont des parts chacun chez l'autre. Et c'est là, en fait, où tu es absolument plus dans un système capitaliste. Et c'est pour ça que c'est aussi dangereux aussi de notre part d'appeler, je sais pas, du capitalisme de connivence. Et c'est pour ça que souvent, c'est Damien Tellier qui, je crois qu'il avait une façon de dire où en gros c'est juste du socialisme déguisé ou ce genre de choses, mais il faut même pas mettre le terme capitalisme parce que ça en est rien en fait. C'est une sorte de chimère dégueulasse qui te permet juste d'aller progressivement vers du socialisme, vers du contrôle. Tout en accusant le capitalisme des externalités négatives, hein. C'est ça qui est le plus C'est trop important. fort. C'est trop Et fort. c'est prodigieux et c'est vrai qu'on y contribue en maintenant le terme capitalisme dans le problème qui est le capitalisme de connivence et c'est vrai qu'il faut juste arrêter, hein. Faut arrêter et surtout j'avais un autre exemple que je trouve assez pertinent, c'est, par exemple les fournisseurs de réseaux télécoms en France. Avant l'arrivée de Free, c'est exactement ce que tu décrivais, c'était une mafia. L'État interdisait d'avoir une nouvelle fréquence, donc un nouvel acteur. Donc tu avais Bouygues, Orange et SFR, et donc là, le QI a 2 chiffres, il dit: «Ah bah vous voyez, regardez, quand on laisse le marché au privé, ils s'entendent, les prix sont élevés», et c'est vrai, les prix étaient très élevés. Ils s'entendaient, c'est avéré, et le service était désastreux. Mais la responsabilité, c'était pas, le privé. Enfin si, c'est juste des merdes, mais c'est normal. C'est l'État d'avoir empêché la concurrence et c'est Free qui a dû se battre pour avoir le droit à une 4e fréquence et comme par hasard, ils arrivent et ils défoncent le marché. Les prix ont énormément chuté, la qualité s'est extrêmement améliorée, les autres acteurs sont en PLS, Free gagne énormément bien sa vie maintenant et ce qui fait qu'en France, on a quasiment d'ailleurs un des meilleurs réseaux du monde, hein. On se rend pas compte à quel point nos forfaits par rapport, le rapport qualité-prix est mais démentiel. Vous allez dans d'autres pays, c'est un truc de fou et ça a été permis par Free qui est arrivé et qui s'est comporté en vrai capitaliste et qui a dit: «Non mais attendez, le service, je veux servir, chacun, je veux pouvoir tenter de servir au mieux, les autres» et c'est ce qu'il a fait. Il a, obtenu le droit de tenter donc on a enfin un peu libéralisé cet écosystème et on peut voir que les résultats sont plutôt positifs, hein. Moi, je suis très content que ça ait existé et qu'aujourd'hui on ait des forfaits à 20 € qui nous permettent d'avoir quasiment internet partout dans le monde. C'est une folie, le truc est monstrueux. Donc c'est un assez bon exemple et pour, donc enchaîner sur le premier point, alors j'ai noté les 6 points mais ils s'entremêlent tous un petit peu. C'est, qui détient en fait réellement le pouvoir économique en réalité? Et les étatistes, les gauchistes, les socialistes vont nous dire: «Bah, c'est le grand patronat et c'est les entreprises, elles-mêmes qui ont le pouvoir» et là où moi et je suis d'accord avec Mises, je suis pas d'accord, c'est que c'est le consommateur qui a le pouvoir économique. Eux, ils ont aucun pouvoir, sauf s'ils s'entendent avec l'État et que nous, on n'a pas le choix que d'acheter chez eux. Mais ils ont aucun pouvoir en réalité et hem et je trouve que l'illustration, parfaite de ça, parce qu'ils vont nous dire: «Oui, par exemple avec la publicité, vous allez pouvoir, manipuler les consommateurs et les forcer à acheter» et il y a énormément, de contre-exemples. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai quelques exemples de trucs où il y a eu massivement des pubs et ça n'a pas marché. En 85 aux États-Unis, il y a eu une marque New Coke. Ah mais non, c'est que une marque, c'est Coca-Cola qui a voulu lancer un nouveau Coca. Je crois qu'ils avaient voulu changer la formule, se moderniser et cetera.
Ça a été un désastre. Les gens n'ont pas voulu, ils sont revenus en arrière. Il y a Google+, en général, qui a été une énorme merde. Les gens ne s'en souviennent même pas tellement ça a été inexistant. Mais ils ont voulu créer une espèce de... C'est un truc qui avait aucun sens entre le Google Workspace actuel et un réseau social, un flop complet. Il y a un exemple que tu avais donné une fois et que je trouvais ultra pertinent, et en même temps tu rentres dans le cerveau d'un socialiste. Tu sais, c'est, bah, là, je crois que c'était au début des conflits entre Israël et la Palestine, où tu sais, tu avais tous les gauchistes qui disaient: «Ouais, on va boycotter, les McDo», et d'un coup, ils comprenaient comment le capitalisme marchait, tu sais? Et d'un coup: «Ah, mais en fait, on a un pouvoir, on peut ne pas acheter chez eux, arrêter d'être des grosses larves et Mmh. de manger bien», et en fait, d'un coup, les choses s'équilibrent. C'est fou, tu sais, ça marche que dans certains cas, et d'un coup le cerveau se met en deux, et ah non, demain en fait j'ai aucun pouvoir, je suis une victime d'un système oppressif, Ouais, mais c'est quand tu fais quand ça les arrange. non, mais tu fais bien de mentionner cet exemple parce qu'en fait, ça c'est vraiment la notion sur laquelle Mises insiste beaucoup, c'est qu'en fait, le portefeuille, à chaque fois que tu achètes, c'est un vote et c'est le seul vote qui devrait exister. On devrait pas avoir de démocratie pour élire quelqu'un qui derrière essaye de représenter machin, ça sert à rien. La preuve, hein, on est dans un système démocratique, Simer notre représentation, dans le paysage politique, mais c'est aussi valable pour LFI, hein. Moi, je me mets à la place d'LFI, oui, je pète les plombs. Il y a personne au gouvernement qui représente ce bord politique, ce qui est en réalité, d'un point de vue démocratique, un scandale. Parce que ils ont quasiment 20 ou 30 voire 30% de l'Assemblée. Il y a énormément de gens de la population du coup qui votent pour eux, mais le gouvernement, il n'y a personne. Donc en réalité, en termes de représentativité, c'est zéro. C'est bien la preuve que ça ne sert à rien. C'est une arnaque. Et ces gens-là, c'est comme tu l'as dit, dès qu'il s'agit, bah en fait, c'est quoi le dernier recours? T'as essayé de voter pour des gens, ça a pas arrêté la guerre. T'as fait des stories Insta, ça marche pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais le boycott, tu votes avec ton portefeuille, et là oui, ça peut marcher. Et après, ça c'est à vérifier, mais je crois que ça a eu un petit impact sur, je crois que c'était sur McDo ou un truc comme ça, où il y a eu une petite baisse des ventes. Après, est-ce que c'est possible de l'attribuer à ça? On sait jamais. Mais au final, En général, je pense que ça marche bien, hein, même tu l'avais vu, c'était pour Tesla quand il y a Elon Musk qui avait commencé à faire la campagne avec Trump. Genre le boycott, je crois, il a été quand même assez massif. Bon après, faut toujours voir les chiffres qui sont donnés par la fonction publique, mais en Europe en tout cas, les ventes, il y avait une baisse drastique, hein. non, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Et puis surtout, au final, c'est vraiment la meilleure façon d'exercer son pouvoir à l'échelle individuelle. C'est je ne vais pas donner mon argent, parce que je ne vais pas donner mon vote au politique qui va peut-être faire quelque chose. Vous voyez bien qu'à la fin, enfin, ce à quoi vous consentez n'est plus représenté. Donc c'est juste le meilleur moyen de le faire. Et non, la pub ne peut pas vous manipuler, vous forcer à acheter des choses. Il y a l'exemple par exemple aussi de Windows Phone, quand Microsoft a voulu faire des téléphones. Ils avaient beaucoup de pubs. Microsoft, c'est pas la dernière des entreprises quand même. En termes de taille, on est pas mal. Bah, ils n'ont pas réussi à vous le mettre entre les mains, hein. Personne n'en veut, ça n'existe plus, c'est un énorme flop, ils ont perdu des milliards. Donc non, si la toute-puissance de la pub existait, ces échecs n'existeraient juste pas. Non, la seule pub qui est dangereuse, c'est le lobbyisme, mais elle est dangereuse parce que, elle cherche pas un portefeuille, qui est, dirigé par un individu ou, un groupe privé, mais du public qui en fait, derrière la privilège de la violence, comment on appelle ça Le déjà? La monopole violence de la légitime. violence Le légitime. monopole de la violence légitime, et en fait là, c'est une énorme mascarade parce que tu contrains l'État à voter, à faire passer des choses qui vont dans ton sens, et en fait, tu as même pas besoin de demander l'avis à la population, et au lieu que tu réussisses à faire passer ton produit, à le vendre, à faire une bonne com, ce genre de choses. Bah non, tu vas juste toquer à la porte du premier conseiller et du mec qui est au gouvernement. Tu peux aller encore plus haut maintenant, parce que grâce à une bande de fous, bah maintenant on a l'Europe. Et tu même plus besoin de passer au niveau d'un gouvernement, tu vas voir directement l'Europe, tu parles avec eux, et en plus les gouvernements, ils font quasiment rien. Tu peux rien faire maintenant contre l'Europe, et d'un coup, bah, tu as le marché européen. Et après, bon, tu as pas mal de gens qui vont dire, c'est une construction faite par les États-Unis pour permettre d'avoir un marché unifié, et il y aurait peut-être des choses à redire là-dessus. Et il y a aussi un autre argument, moi, que je trouve intéressant, c'est la question du monopole, où ils vont dire: «Oui, mais si on laisse tout au privé, il va y avoir des monopoles, ils vont imposer leurs prix».
Et pareil, bah, ça rejoint un peu ce dont on parlait, hein, avec par exemple le cas des opérateurs en France, où les seuls monopoles durables qui existent, ils sont créés par l'État. Ça va être soit par le brevet, et le brevet, je vous rappelle que c'est une immense arnaque. C'est utiliser la loi pour défendre une idée. Donc, la propriété intellectuelle, c'est du vol aussi, que ce soit bien clair là-dessus. Donc c'est pour ça qu'il faut interdire les brevets, hein, parce que c'est une barrière. Toutes les barrières réglementaires, et cetera, pareil. Les licences, par exemple, le cas des taxis, c'était quand même une belle arnaque. Derrière, ça sert qui en plus? C'est juste l'État, hein, pas le consommateur. Devoir acheter une licence pour avoir le droit de conduire une voiture pour mettre des gens dedans, c'est quand même une aberration. Et comme par hasard, dès que le privé arrive, coucou Uber, tac, le marché se libère, les prix baissent, la qualité augmente, beaucoup plus de gens peuvent y accéder, et le seul perdant dans tout ça, c'est l'État, mais c'est tant mieux parce qu'on est tous gagnants. Mmh. Mais au final, c'est vraiment, la définition de la démocratie. Genre, la démocratie ne produit rien d'autre. Genre, c'est toujours l'idée de réussir à passer par, l'appareil étatique pour, obtenir des privilèges. Et donc, en fait, ça tourne et chaque année, tu te retrouves avec, une petite merde en plus. Une petite, je suis gentil, hein, tu en as des dizaines et des dizaines qui sont votées, quasiment tous les 2 jours et qui te disent: «Ah bah lui maintenant il a le droit à ça. Ah lui il a le droit à une prime», les trucs des cheminots, les trucs maintenant pour, les gens qui ont des imprimantes à papier et qui sont plus capables de finir les fins de mois. Genre c'est tout le temps, partout et en fait, il faut juste en permanence essayer de se retrouver du bon côté de la barrière, quoi. Mais le problème c'est que le système s'appauvrit au fur et à mesure et que même si un jour tu as une loi qui est votée dans ton sens, exactement comme tu avais mentionné au début avec, la communauté, noire américaine, je un jour c'est bien: «Oh on reçoit de la thune», mais en fait ce que tu vois pas c'est que sur 20 à 30 ans, bah, il y a des effets délétères qui font que, bah, tu t'appauvris et la croissance que tu avais commencé à avoir, ça part dans l'autre sens par des effets, de rétroaction qu'on n'avait pas imaginés et c'est ça en permanence. Ouais. C'est la dictature d'une minorité, sur la majorité en permanence qui bouge et qui s'accumule. Et surtout que nous, on va passer pour des nazis en disant que la démocratie, c'est pas bien, mais il faut bien se rendre compte d'un truc, c'est que nous, on défend un système, pour pas aller trop loin, minarchiste, on va dire. Donc c'est-à-dire où en fait l'État s'occupe du régalien, c'est-à-dire police, armée, justice, et c'est tout, et pas la monnaie, hein, évidemment. J'aime bien rappeler, mais c'est genre la création des États-Unis, quoi. C'est de se dire, c'est un système où on sait que l'État peut partir en vrille, ça devient toujours totalitaire et on crée un État minimal, qui est juste là, pour aller, défendre, les frontières extérieures et maintenir une cohésion et ça s'arrête là. Il y a pas de: «Vas-y, on va voter une loi pour ça, un truc pour ci, et tout» et c'est pour ça qu'ils avaient construit tout le système pour éviter que ça devienne un monstre tentaculaire, qui à la fin devient, la mafia des mafias. Bon, et du coup, ce que tu décris là, c'est un peu la preuve que le minarchisme ne peut pas marcher. C'est que commences toujours comme ça et ça finit toujours mal, hein, la preuve avec les États-Unis. C'est pour ça qu'il y a un courant libertarien beaucoup plus extrême auquel j'adhère, hein, mais que je pense qu'il reste utopique parce que impossible à mettre en place. Je dis pas qu'il marcherait pas. C'est l'anarchapie, c'est la société libre avec une absence d'État totale, où là, bah, en fait, tu peux plus y avoir de glissement. Parce que l'État, enfin le virus n'est même pas présent. Alors après, on va nous Je dire: suis «Oui, mais ouais. ça peut être des mafias». Oui, ça peut potentiellement être des mafias. Donc voilà, après c'est à choisir. Moi, je crois que je préfère les mafias à l'État, mais bon, après ça se discute. Après, je suis pas trop d'accord, que ça n'a pas marché. C'est quand même devenu la plus grande puissance Mais mondiale. oui, on s'entend. Bon après il s'est passé d'autres choses, mais avant même que, je sais pas, ils mettent la main sur la monnaie mondiale, ils étaient déjà, partis pour devenir la plus grande puissance du monde. Ah, c'est pour ça que si tu leur retires la monnaie, c'est vrai que j'ai fait une erreur. Il faut aussi considérer que c'était une minarchie, mais où il y avait quand même une monnaie, qui est vite devenue fiat, où l'État avait une main dessus. Donc si tu Ça a leur mis du retires temps, ça, hein. Ça a mis beaucoup de temps quand même, hein. bah et puis c'est là où c'est parti en couille surtout. Ouais. Mais en fait, pour moi, c'est plutôt, d'avoir une vision, au final, statique et de se dire que la monarchie va durer. Je pense qu'en fait, il y a rien qui est statique et qui peut rester à l'équilibre et que c'est une la liberté, j'ai l'impression d'être un communiste, c'est une lutte, en fait. En permanence, tu vas te battre pour ta liberté et c'est tous les jours qu'ils parlent de en fait, un communiste, ça va être la liberté du monde réel et nous, on parle juste de la liberté contre l'État. On parle au moins de quelque chose qui est plus ou moins réel. Ouais, et puis pour revenir sur du coup le principe de la minarchie, en fait, en minarchie, on n'a pas besoin de voter.
C'est surtout ça que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on se met d'accord sur une constitution et là, au début, oui, tu peux faire un petit vote et encore, faut voir, parce que pour moi, il faut une acceptation quasiment de 100 sur, en fait, des lois très simples, hein. C'est les 10 commandements, c'est le droit naturel, c'est en gros, on se tue pas, on n'entrave pas la propriété privée des autres et tout le reste, c'est des contrats, c'est pas des lois et comme ça marche beaucoup mieux. C'est un peu quand même le système anglo-saxon de loi, même s'il est bien parti en couille. C'est qu'en gros, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé, à l'inverse de la France où si c'est pas autorisé, par définition, tu as pas le droit, ce qui est quand même un paradigme bien différent et derrière, bah, tu as beaucoup plus de liberté et ensuite tout se régit via, des contrats, multilatéraux ou bilatéraux entre 2 personnes ou 2 entreprises, peu importe et du coup, en fait, on n'a plus besoin de voter, d'élire des politiques qui font leur train-train tout le temps. On s'en fout. C'est nous qui décidons au quotidien, avec notre portefeuille et avec notre consentement explicite via un contrat, de ce qu'on veut ou de ce qu'on ne veut pas. Et je vous jure, ça marche. Je vous jure, ça marche et surtout, je sais pas, ça me paraît fou de se dire que les gens n'arrivent pas à comprendre ça, mais bon, c'est sûr que quand tu as la l'honnêteté intellectuelle et surtout le manque d'humilité de te dire: «Non, je sais ce qui est bon pour les autres, donc je veux l'imposer», bah oui, forcément, tu le vois pas, mais bon. Après, on peut se faire l'autocritique de se dire, qu'il y a peut-être une majorité de gens qui ont envie de pas être libres. C'est aussi un peu la conclusion à laquelle on arrive, assez souvent, c'est de se dire, il y a aussi beaucoup de gens, qui aiment ne pas prendre de décision pour eux-mêmes, suivre, quelque chose d'assez tracé, qu'on leur dise, ce qu'ils ont le droit ou non de faire et Mmh. bon après on peut se dire: «Est-ce qu'ils ont été influencés?» mais le problème tu as l'impression on finit par devenir des communistes à chaque fois. C'est très dangereux, hem, mais je pense qu'il y a des réflexions qui sont pas, non plus mauvaises dans Mmh. les jeux d'influence. Ouais, ouais. Bah, en fait, le seul problème, c'est que si on part de ce postulat-là, cette part de la population qui aime être esclave, finit par opprimer, le reste qui devient libre en voulant imposer son système. C'est surtout ça le problème. C'est ça, ouais. C'est qu'à la limite, eux, qu'ils se fassent une dictature où il y a un roi, un dictateur éclairé, ce qui marcherait beaucoup mieux. Et comme ça, voilà, ils restent esclaves et dans leur pod, mais qui laissent les gens qui veulent être libres, quoi. Qu'il y C'est ait ça. vraiment 2 systèmes en concurrence. Le problème, c'est que là, tout le monde se retrouve dans le même sac et en plus, on a le pire des 2 mondes, hein. C'est vraiment, sous couvert de: «Oui, on choisit, la démocratie», tout ça, tout le monde est dans le même panier, personne n'est content. Donc vraiment, c'est un échec C'est pour ça total. que je trouve, au final, la lecture de Ayn Rand, vachement intéressante parce qu'elle, elle part de réflexions logiques, puis ensuite, éthiques, ce que font aussi beaucoup de libertariens, pour arriver en fait à la conclusion que, bah, le système capitalisme est le seul hem, qui est juste pour l'individu et que tu considères pas en fait les gens comme des groupes, mais à la base, ce qu'ils sont vraiment, c'est des individus, auxquels on a envie de leur donner la liberté de choix et de décision et de pouvoir, se maintenir, par eux-mêmes et non pas être dépendants d'un État ou, d'autres organisations. Ouais, clairement. Et par rapport à ça, j'ai encore, un point qui est souvent abordé, mais on en a parlé, donc on va pas s'éterniser dessus. C'est, le sujet des lobbies. Que, bah, les lobbies contrôlent le politique, machin, machin, machin. Mais en fait, c'est encore voir le problème dans le mauvais sens ou se dire: «Ah, le problème, c'est les lobbyistes qui influencent les politiques». Mais le problème, c'est que les politiques aient autant d'influence sur le reste. C'est qu'on pourra jamais empêcher un lobbyiste, entre guillemets, «mal intentionné», d'aller voir un politique, de lui glisser une Rolex dans la poche, de lui donner une valise de cash, ce qui arrive, hein, clairement, ou même par des façons beaucoup plus, officielles, hein, de s'enfermer dans une pièce et de lui dire: «Bon, bah, voilà, on va te créer, 100 000 emplois, mais par contre, tu toute concurrence» et derrière, le problème, c'est le pouvoir du politique. On pourra jamais empêcher ces phénomènes, qui sont délétères. Le problème, c'est que c'est les règles du jeu qui sont problématiques. C'est le fait que ce soit les politiques qui fixent les règles et pas nous, les consommateurs, par nos décisions d'achat, sur le marché, lorsque les entreprises proposent quelque chose. C'est aussi simple que ça. Donc, les lobbies, c'est encore une fois un effet de bord de l'intervention étatique. Point. Il y a un deuxième point qui est un peu plus philosophique, mais en vrai, il y a quand même pas mal de stats qui sont intéressantes sur le sujet. Et en vrai, ça rejoint pas mal, ce que, l'autre guignol là nous a sorti. Je vous ai pas encore mis l'extrait de Sandrine Rousseau, on se le mettra après parce qu'il est excellent, puis je l'adore elle. Est-ce que le capitalisme sauverait-il vraiment des vies?
sais, c'est un peu tout le temps le truc que quand nous, on va dire oui, le communisme, c'est 100 millions de morts, et eux, ils vont te répondre non, mais le capitalisme, c'est 1 milliard de morts par an. Tu sais, c'est genre vraiment tout Bientôt, mort bientôt dans. 8. Bientôt 8. C'est vraiment, dès qu'il y a un mort, c'est le capitalisme dans le monde. Donc en fait, ils ont un peu trouvé le cheat code. Euh, alors que bon, déjà, c'est faux. Parce que c'est pas le régime capitaliste qui les tue, alors que sous le communisme, c'était bien les effets du politique. C'est-à-dire, on tuait les gens, on les mettait dans des camps, on les affamait. Il y avait vraiment une conséquence directe. Ouais, et puis encore ça, on pourrait dire, c'est juste un régime totalitaire, mais c'est aussi genre juste la centralisation des décisions qui font juste qu'à chaque fois, les décisions sont pourries et quand tu décides des politiques, d'alimentation, de l'agriculture, bah, là, c'est juste terrible. Mmh. Tu vas décider de je sais pas, de dire: «Ah bah tiens, cette plante, elle marche super bien, je vais la mettre partout sur mon pays». Et puis, peut-être les premiers mois, ça marche bien et en fait, après, tu as une maladie et avant, tu avais une pluralité dans les espèces et d'un coup, tu as un virus, un champignon qui se répand partout et voilà. Voilà à quoi ça ressemble quand tu as une décision qui est faite de manière centralisée. Ou Mmh. Tchernobyl, hein. Tchernobyl, c'est pas arrivé n'importe où, hein. C'était pas dans un pays capitaliste, hein. Ouais, c'est vrai en plus. Et c'est pour ça que j'invite les gens à aller regarder, ce documentaire qui est incroyable. C'est, Tchernobyl, mais avec un C. Documentaire Arte, de qualité, il me semble, hein. Hem Et il illustre super bien, en fait, ce qui se passe dans un régime, soviétique centralisé où, en fait, d'un coup, ça corrompt tout et au fur et à mesure, tout le monde se ment entre eux, essaye juste de prétendre et puis à la fin, on s'en fout de la réalité. Il faut juste, que ça ait l'air beau et tu te retrouves avec un réacteur qui est en fusion et tout le monde fait semblant, tu vois? Et elle est super la série. Un peu dure, hein. Je voulais me le mater à chaque fois, j'oublie, mais faut que j'y pense. Parce que c'est vrai que ça. En plus, moi, c'est un sujet que je maîtrise pas trop. Je sais pas, vraiment, Tchernobyl, c'est un truc que j'ai jamais trop creusé, mais ça a l'air passionnant. Ouais. Bah, c'est un film d'horreur, hein. Mais vraiment. Et ce que je voulais, pour revenir sur notre point, c'est déjà vous donner quand même quelques contre-arguments sur le fait que le capitalisme produit de la souffrance. Si on prend l'Angleterre en pleine révolution industrielle, donc années 1760 à 1830, la population anglaise a doublé. Alors je ne sais pas si on peut doubler une population en créant de la souffrance, mais bon, généralement c'est que c'est quand même plutôt bon signe. Déjà, si aujourd'hui vous dites que le capitalisme tue, etc., rendez-vous bien compte que c'est grâce au capitalisme que vous pouvez parler aujourd'hui, sinon vous n'existeriez pas, ou si vous avez plus de 30 ans, vous seriez mort. Donc soit vous n'auriez juste pas vu le jour du fait que bah en fait on peut de plus en plus vivre, et surtout en fait si vous avez plus de 30 ans, vous seriez mort parce que en 1800, on mourait à peu près à 30 ans. Aujourd'hui, dans la décennie 2020, on vit en moyenne jusqu'à 80 ans quand même, hein. Et vu qu'entre-temps, bah, c'est bizarre, on a inventé le capitalisme, bah, disons que d'un point de vue rigueur scientifique, on ne peut pas établir un lien de causalité, mais il y a quand même une corrélation très forte. Donc je pense que bon, on peut attribuer ce mérite au capitalisme. Ouais. Et le problème, c'est qu'ils sont tricky, hein, ces étatistes. C'est que, ils vont te rétorquer, quelque chose à ça et au final, le même Marx, dès le début, implicitement ou explicitement, j'ai pas lu, mais a cette thèse, c'est que, de toute manière, la société doit passer par le capitalisme. Mmh. C'est ça le truc qui est trop fort. C'est qu'en fait, ils vont te dire: «Oui, mais peut-être ça a bien marché». Mais mec, il faut que tu évolues, dans ta réflexion. C'est que maintenant qu'on a réussi à obtenir, voilà, les usines, le capital nécessaire pour faire fonctionner la société, maintenant, faut être dans une société on est dans une société d'abondance, maintenant, faut partager. Et donc il faut qu'il y ait un État, qui vienne dire: «Bah, voilà, tout le monde aura, la même, part du gâteau» et c'est là le, mmh, le chemin par lequel ils arrivent à passer pour te faire, rentrer la graine, tu vois? Et ils te disent: «Bah, ouais, le peut-être il t'a permis d'être en vie, mais c'est pas lui, qui va te permettre de vivre plus tard parce que voilà, la planète va mourir, que, c'est pas tenable, qu'il va mourir sous ses propres, contradictions et que donc oui, il faut qu'il évolue pour aller vers un système qui est plus, périn et qui lui-même mourra sûrement jusqu'à ce qu'un jour on soit tous des humains, communistes». Ouais, bah, et c'est pour ça que c'est difficile de contre-argumenter face à ça, parce qu'en plus, vu qu'aujourd'hui on tend déjà. De quoi?
Bah, déjà, tu peux pas parce qu'en plus, bon, ils inventent un truc. Bon, après, même si objectivement, on a beau dire ce qu'on veut, les conditions, de vie s'améliorent avec le temps. Enfin, en fait et le truc, c'est que le peu de fois où on observe où voilà l'espérance de vie va décliner, les conditions de vie vont décliner et cetera, c'est parce qu'on a introduit du socialisme généralement. C'est depuis qu'on commence à être moins capitaliste et moins libre qu'avant, que oui, il commence à y avoir des merdes. Il commence à y avoir des phénomènes qui sont absolument délétères et le problème, c'est que ça, bah, eux, ils vont dire: «Ah regarde, c'est un excès du capitalisme». Bah non, en fait, c'est son absence qui fait qu'on en arrive là et pour vous donner encore des stats, hein, par exemple, en 1800, 25 des enfants mouraient avant 5 ans, ce qui fait quand même un paquet de monde. Aujourd'hui, c'est moins de 1 dans les pays développés qui sont passés par le capitalisme et surtout, moi, il y a un cas que je trouve hyper intéressant et en fait, ça va nous permettre d'enchaîner aussi sur le troisième point, c'est, le sujet même des inégalités. Heu, alors nous, enfin je parle pour nous, mais moi je suis pro inégalité, je souhaite l'inégalité et je trouve qu'on en a presque pas assez, à force de recherche d'égalité et c'est surtout qu'en fait, de quoi on parle quand on parle d'inégalité? C'est-à-dire qu'avant le capitalisme, c'était quoi les inégalités? Et aujourd'hui, c'est quoi les inégalités? Et là, tu te rends compte qu'en fait, on n'est pas dans le même paradigme. Et moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est que par exemple, avant, à la révolution industrielle, l'écart entre un riche bourgeois et un pauvre, c'était j'ai des chaussures en tant que bourgeois, tu n'en as pas. Je mange, tu ne manges pas. Et aujourd'hui, c'est on mange tous les deux, on a tous les deux 2 chaussures, mais moi j'ai des chaussures Louis Vuitton à 1 200 € et toi tu as des Crocs. Bah, toi tu manges, des trucs pas terribles et moi je mange bio. Et c'est ça les Les Crocs, c'est cher, hein, mec. c'est vrai que les Crocs ça coûte cher. C'est une marque, hein. Bon bah, j'ai des et voilà, placez la marque de merde que vous voulez derrière. Mais en tout cas, c'est vraiment, c'est là où les gens ne se rendent pas compte qu'aujourd'hui quand on parle d'inégalité, on est à des années-lumière des inégalités pré-capitalisme. C'est ça n'a rien à voir. Et là encore, j'invite les gens à aller regarder la vidéo avec, Pierre Valentin où, il met le doigt là-dessus, sur ce principe que plus le monde devient, quasiment égalitaire parce qu'en fait, la différence, voilà, entre un roi et la cour, elle était bien plus grande qu'aujourd'hui entre nous et le président Macron, tu vois? Mmh. Si on peut considérer comme un roi, genre on a quasiment, on va dire le français moyen a une vie assez similaire, tu vois? Ils vont parler à peu près les mêmes langages, ils vont se comprendre. Bon, il va peut-être prendre des avions, ce genre de choses et même avec un ultra riche, genre au final, voilà, il va avoir une puissance, des choses qu'il va pouvoir faire, bon voilà, prendre le yacht, ce genre de choses. Mais genre même toi, rien ne t'empêche de prendre des ferries, de prendre des choses, genre à peu de choses près, on a quand même une vie qui est assez similaire, tu vois? Mmh. Bah, à part, quand tu es vraiment avec un très, très pauvre et même, tu vois, moi je suis à Bali, il y a quand même des gens qui vivent avec, presque 100 fois moins que moi. Je les vois, ils ont des iPhones, ils ont des téléphones, ils sont en train de faire des appels vocaux, ils ont une application pour, pouvoir faire du Grab, ils vivent quand même dans un appartement, ils ont quasiment l'eau courante, ils ont les trucs. Genre, on arrive à se comprendre, ils parlent même un peu français, anglais, tu vois? Genre, ça a rien à voir et je ne sais plus où je voulais en venir. Non, non, mais en vrai, c'est pour souligner, ce que je disais avant. C'est qu'aujourd'hui, entre les inégalités pré-capitalisme et les inégalités actuelles dont on entend beaucoup plus parler, ça n'a rien à voir. C'est on n'est vraiment pas du tout dans le même monde et aujourd'hui, les inégalités qui sont dénoncées ne sont des inégalités, mais c'est des inégalités très saines et surtout Mais juste pour finir, c'était juste en fait l'argument de Pierre Lantin, c'est qu'au fur et à mesure qu'en fait on se rapproche et ben en fait la loupe, qu'on va utiliser pour, voir en fait nos différences, on va toujours la faire grossir et on va être toujours en capacité de voir un écart de plus en plus gros parce qu'on se rapproche et du coup ça s'arrête jamais. J'ai envie de dire, c'est une bonne chose si toi, ça te permet de te motiver à aller chercher davantage. Mais si en fait, c'est juste un argument pour aller demander à l'État d'intervenir et de dire vas-y, coupe-lui la tête et donne-moi ses jambes pour qu'on soit à la fin à la même hauteur, là, c'est un autre délire. et par rapport à ça, il y a un autre argument, moi, que je trouve, assez intéressant et c'est cette notion toujours avec le capitalisme, les inégalités augmentent. C'est-à-dire que l'écart entre, le bas et le haut augmente, même si on vient de démontrer qu'en réalité, c'est pas vrai, hein. C'est qu'aujourd'hui, on les mesure seulement en termes de capital, ce qui est quand même assez con et d'ailleurs, en vrai, c'est la très bonne illustration, c'est qu'aujourd'hui, un Musk peut peser 200-300 milliards
et nous, on va peser quelques milliers d'euros. Mais finalement, on a beau avoir cet écart, notre vie n'est pas tant différente. Non, Et, tant et, et un, différente. et un super indicateur, c'est juste l'espérance de vie, hein. C'est vrai qu'il Sur va pas vivre l'espérance sur de vie entre un milliardaire et un mec qui est au SMIC, je pense qu'elle est même pas si différente, hein. non, Il y a, déjà, il y elle a est pas. peut-être même un monde où elle est super, tu vois. Parce Alors, que le 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 milliardaire, gars, il va peut-être. avoir une vie stressante de fou à 100 000 à l'heure, alors que l'autre gars, il est peut-être, bon, c'est peut-être aussi un peu stressant à vivre en tant que smicard. Ouais, non, mais par contre, si tu prends le mec qui a le salaire moyen, donc vraiment le ventre mou de la classe moyenne, et le milliardaire, je pense que là, oui, il n'y a pas énormément d'écart. Par contre, les millionnaires, en général, vivent mieux quelques années de plus. Et surtout, en fait, après, faut pas, si tu prends dans les gens un peu plus pauvres, le truc, c'est qu'ils vont aussi avoir des métiers contraignants. Quand tu es ouvrier, bah, ton espérance de vie, elle baisse. Mais oui, même en général, de toute façon, on passe pas de 20 ans d'espérance de vie à 90. L'écart, ça me nuise. Et il y a une stat, moi, que je trouve aussi intéressante, c'est que avant, donc au début 1800, la pauvreté mondiale, donc les gens qui vivent dans une extrême pauvreté, c'était 90% des gens sur Terre, ce qu'on considère comme une extrême pauvreté. Alors qu'aujourd'hui, on est plutôt autour des 10%. Et en fait, ce qui est toujours intéressant de constater, c'est que le plancher monte. Oui, il y a des gens qui montent très vite et des gens qui montent peu, mais tout le monde monte en permanence. Et ça, c'est hyper important. Et c'est aussi la notion d'extrême pauvreté évolue énormément. C'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, un pauvre d'aujourd'hui, mais il vit mieux que Louis XIV. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est que Louis XIV, il chiait dans un pot dans sa chambre. Il avait pas l'eau. Genre, faut se remettre dans le contexte. Il avait pas d'iPhone. Et il y a même un truc qui est Il avait assez. pas de classe, le sel, c'était un luxe, Le chocolat, c'était un délire. la voiture, ça existait même pas, l'internet, ça existait pas, la télé n'existait pas, genre c'est... Genre, vraiment, c'est ça que les gens ne se rendent pas compte. Et pour faire un truc encore plus con, tu prends l'iPhone aujourd'hui. En moyenne, un smartphone a une technologie supérieure que l'intégralité de la NASA en 69, quand on a envoyé un mec sur la Lune. Donc rendez-vous bien compte qu'aujourd'hui, il y a quoi? Il y a 50 ans d'écart, là, hein, 60 ans. Aujourd'hui, on est tous plus avancés technologiquement à l'échelle individuelle avec un téléphone que la NASA, qui était quand même la pointe de la technologie dans les années 60-70. C'est un délire pour se rendre compte à quel point on généralise la richesse, alors que d'autres ils veulent distribuer alors que d'autres veulent distribuer la pauvreté. Et c'est vrai qu'en plus, il y avait même un exemple, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, un smartphone en général, t'as pas besoin d'être extrêmement riche. T'es un ado, tu fais un job d'été, t'as un smartphone. Genre, l'accessibilité est délirante. Parce qu'en plus, on Tombe parle du ciel d'iPhone, mais tu quasiment. peux avoir un. De quoi? Il tombe du ciel quasiment, le nombre de personnes qui les oublient, qui les font tomber, genre, t'as quasiment besoin de te baisser et t'as un smartphone, genre. Ouais, puis ça coûte, tu peux en avoir des 200-300 balles, hein. T'es pas obligé d'avoir un iPhone 16 Pro Max. Surtout les trucs chinois maintenant, je suis sûr que Ouais. t'as des faux iPhone là. Ah, mais attends, par exemple, mais vu que, par exemple, alors il y a Xiaomi, je crois, ça va, mais par exemple, imaginons que tu veuilles un Huawei, t'as quand même de Les l'ingérence taxes étatique. d'importation. Alors déjà, tu as tous ces frais-là qui font augmenter les prix, évidemment, mais surtout, par exemple, aujourd'hui, bah, tu peux pas te permettre d'avoir un Huawei qui coûterait peut-être moins cher, parce que ban des États-Unis d'Android sur les Huawei, ce qui fait que bah, en fait, tu vas pas avoir les mêmes services, et qu'en vrai, un Huawei en France, c'est inutilisable, parce que sans les GAFAM, on est rien. Et donc, bah, l'ingérence étatique appauvrit tout le monde. J'ai acheté comme ça un téléphone chinois à 400-500 balles quand j'étais en école d'ingé là. Et la surprise quand je l'ai reçu et que j'ai vu que c'était que des logiciels chinois et que le truc était inutilisable et que j'ai essayé de le reboot, de changer le biome, l'OS et tout, et il s'est jamais rallumé. Merci la France. Ouais, bon, là, c'est les États-Unis en l'occurrence, mais oui. Merci l'État en tout cas. Et il y a aussi, bah, je vous balance des stats comme ça, mais c'est toujours assez intéressant de les avoir. En plus, beaucoup d'entre vous dans les commentaires nous ont dit: Ah, j'adore ce format, c'est un peu un entraînement pour les prochains repas de famille. Donc, bah, et en vrai, c'est vrai, hein, ça permet d'avoir des arguments comme ça que tu peux répondre du tac au tac. Mais par exemple, 80% des millionnaires américains sont de première génération, donc des self-made men. Ce qui veut quand même dire que bah, l'accessibilité à la richesse est quand même assez facile. Et quand on nous dit que c'est toujours des héritiers, le seul cas où c'est à peu près vrai, c'est en France. Pourquoi? Parce qu'on est communiste. Donc il faut vraiment arrêter d'accuser le capitalisme de ces mots. C'est pas le cas. Un autre takes comme ça, c'est il y a aussi un 80%
c'est 80% des millionnaires de moins de 45 détiennent plus de 25% de leur patrimoine en crypto. C'est Et marrant je ça. pense que ça doit être une grosse partie aussi du bitcoin Mmh. et c'est Ah, je assez connaissais pas ça. intéressant. OK, ouais. Oui, c'est bon, après en même temps, c'est un peu logique vu que les cryptos sont surreprésentés chez les jeunes, que, il y a des gens qui deviennent riches, effectivement. Bah, ce qu'ils vous disent pas, c'est qu'ils deviennent généralement riches via Bitcoin et qu'ils s'appauvrissent avec les cryptos. Ouais, ça m'étonne pas. Mais en vrai, putain 25%, c'est énorme Ouais, c'est beaucoup. et ça fait un paquet de monde et hem et Non, ensuite non, il y non, a ils détiennent 25% de leur richesse en crypto et oui, c'est 80% des moins de 45 ans. Des OK, millionnaires de pardon. moins de 45 ans. OK, Le truc il est un peu tordu. OK. Mais Je vous oui, laisse, y réfléchir. après je pense que c'est des gens qui, du coup, ont ces 25. En fait, à la base, ils en avaient peut-être 1 mais ça représente aujourd'hui 25 de leur patrimoine et c'est pas des gens qui avaient, 100 en immobilier et qui ont mis 25 en BTC. Enfin, en tout cas, je pense que c'est des cas très marginaux, ceux-là. C'est juste que ça surperforme tout le reste et que si tu rééquilibres pas ton portefeuille, en fait, d'un coup, tu te retrouves avec un machin qui représentait 2-3%, qui finit par être, du 80. Et le point numéro 4 sur lequel je voulais qu'on parte, au final, on en a un peu parlé, donc pas besoin non plus de refaire, 3 heures là-dessus, mais c'est un peu tout le résumé de la valeur travail. C'est vrai qu'en gros, on est le fait que le salarié ne recevrait pas l'ensemble de, la valeur qu'il produit et donc ce serait le produit, d'une exploitation et surtout aussi qui paye vraiment les salaires. C'est qu'aujourd'hui, on va se dire, par exemple, un acteur hollywoodien, il est surpayé, ou un joueur de foot, il est surpayé, ils gagnent des millions, les studios abusent, les chaînes de télé, leur reversent trop les clubs de foot leur versent trop d'argent, il faudrait qu'il y ait moins. Et quand tu dis ça, généralement, c'est que tu as un QI à 2 chiffres. Parce que, en réalité, qui paye ces gens? C'est les consommateurs, c'est nous, hein. Ouais. C'est toi, l'imbécile heureux qui, paye ton abonnement pour, regarder des matchs de foot, qui achète des maillots, qui regarde des films et voilà. En fait, juste en faisant ça, c'est toi qui les payes. Toi, en fait, ce qui se passe, c'est que tu payes le cinéma, qui va payer, la production, qui va payer, l'acteur. Bon, je vous ai fait un schéma très raccourci, hein, en vrai, il y a beaucoup plus d'intermédiaires, merci le capitalisme et à la fin, mais au début, c'est toi qui payes. Si tu n'existes pas et que tu ne fais pas ce vote avec ton portefeuille, Robert Downey Jr. ne serait pas, aussi bien payé, Mbappé pareil. Et ça, on va dire, c'est un des cas et après il y a tous les autres où, ils vont regarder quelque chose, par exemple, le football féminin ou, la plupart des sports féminins et ils vont se dire: «Mais comment ça se fait qu'ils gagnent beaucoup moins que les hommes?» Mais en fait, tu sais, ils veulent, appliquer, leur raisonnement et leurs intérêts à tout le reste de la population et ils se disent: «Mais comment ça se fait, moi je suis là, je regarde tous les samedis, mon match, de football féminin et je comprends pas pourquoi ils gagnent, 10 fois, 100 fois moins». Mais c'est parce qu'en fait, il y a 10 fois, 100 fois moins de personnes comme toi qui regardent. Maintenant, d'un coup, il faut que ça soit légiféré et qu'il y ait quelqu'un qui dise: «Maintenant, ils vont avoir le même salaire». C'est une aberration totale et il y avait une déclaration là qui avait fait polémique d'un mec connu dans le tennis c'est Patrick son nom? Ouais, bon, Mouratoglou qui est très connu, qui a formé des joueuses, qui a été entraîneur de joueuses de tennis. Aujourd'hui, il a un énorme complexe dans le sud de la France qui est très connu et au dernier Roland-Garros, je crois, il y avait un débat sur, pourquoi les joueuses féminines gagnent beaucoup moins leur vie dans le tennis et lui, il disait très cash, il dit: «Parce que c'est pas des stars. Genre les gens ne veulent pas les suivre. Regarder un match de tennis féminin, c'est chiant, et il y en a aucune qui rayonne, donc c'est logique» et derrière, tu avais des joueuses qui étaient en mode: «Ah mais c'est honteux, quelle horreur» et cetera et c'est juste la réalité et il s'avère d'ailleurs que quand il y a eu des vraies stars féminines, les sœurs Williams, toutes les Sharapova, enfin d'ailleurs tous les noms qu'on est capable de citer et en réalité, il y en a très peu par rapport aux hommes, elles ont extrêmement bien gagné leur vie. Ça, la réalité. C'est que derrière, bah oui, les cash prizes des tournois sont moins élevés parce que les gens les regardent moins, mais elles ont eu beaucoup plus de sponsoring derrière parce que c'est devenu des figures de mode, des figures d'influence, et c'est d'ailleurs comme ça hein, qu'ils font leur fortune. Tous les joueurs font leur fortune via l'image qu'ils vendent derrière. C'est pas les cash prizes des tournois. Roland Garros, tu gagnes 2 millions. D'ailleurs, ils ont égalisé les hommes et les femmes là-dessus. Euh, mais c'est pas ça qui te rend riche au point où ils en sont. C'est tout ce que ça t'apporte derrière. Et la réalité, c'est juste le marché. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut de ton image? Qu'est-ce que tu transmets auprès des gens? Et, et c'est une réalité que les gens ont du mal à accepter. Mais oui, un match de foot féminin, par exemple, c'est chiant à regarder par rapport à un match de foot masculin, c'est la vérité.
Tout le monde fait cette expérience et même les femmes, hein. On va dire, comparativement au final parce que, en fait, on cherche à chaque fois à voir, ce qui est le plus impressionnant, avec le plus de techniques, de force et de choses où tu fais: «Waouh!» et le truc, c'est que, ouais, peut-être s'il y avait pas eu de mecs qui avaient joué avant, on regarderait du football féminin, on se dirait: «Punaise, c'est incroyable». Mais le problème, c'est qu'il y a des mecs à côté qui ont, ils sont nés comme ça, ils ont des performances sportives qui sont bien supérieures, une testostérone qui leur permet de faire des trucs de dingue et c'est comme ça, tu vois? Et si demain, bah, voilà, les femmes commencent à se picouser et que ça devient plus intéressant, why not? Mais est-ce que ça sera vraiment toujours des femmes? C'est pas sûr. Ouais, et puis surtout, c'est pas forcément souhaitable pour elles. Enfin, d'en arriver Bah, là, tu vas te tuer, quoi. Et puis non, et ça. surtout qu'en fait, en tant que nous, en réalité, en plus, une grande majorité des gens qui regardent du foot, c'est des hommes. Et quand tu connais un fait, par exemple, tout bête, la meilleure équipe du monde féminine, c'est les États-Unis, c'est l'équipe américaine. Elles ont joué contre une équipe masculine des moins de 15 ans, je crois que c'était Dallas ou un truc comme ça, en plus d'un club américain, donc des non professionnels. Elles se sont fait éclater, mais genre un 6. Donc à partir du moment où tu sais ça et que tu regardes un match de foot féminin, parce qu'en plus avec la télé tu te rends pas compte, tu te dis en fait potentiellement je suis meilleur qu'elle. Qu'est-ce que je autant et en vrai dans ce cas-là, autant aller au stade de ta ville, regarder jouer des gens que tu connais peut-être vraiment et aller rigoler. Mais qu'est-ce que tu vas aller payer un abonnement ou je sais pas quoi pour regarder un match où en fait tu vas voir des gens moins bons que toi jouer? Ça n'a aucun sens. Alors en payer une place pour aller au stade, encore pire. Paye pas, va voir des gens en Ligue 2, généralement ça peut être gratuit. Enfin en Ligue 2 c'est rare, mais des petits clubs et puis basta. Genre, mais c'est un calcul économique qu'on fait tous. C'est juste logique. Je sais pas, mais bon, pour eux, en tout cas, c'est pas normal, c'est une inégalité, il faut la combler. Par contre, ça les choque pas à l'inverse, qu'il y ait des sports où il y ait une, majorité de femmes, qu'elles, elles gagnent beaucoup mieux leur vie et qu'il y en ait beaucoup plus. On n'impose pas des hommes, en gymnastique, enfin, il y a des compétitions, mais genre, Natation synchronisée, la natation synchronisée, voilà, tous les sports qui nécessitent un peu plus de grâce, d'élégance et des compétences physiques un peu différentes, on ne va pas imposer une parité parce que c'est juste débile. Moi, je suis très content et j'ai pas envie qu'on me foute des hommes là à faire de la natation synchronisée, c'est beaucoup moins gracieux, c'est juste dégueulasse. non, mais surtout qu'on m'oblige avec mes impôts à subventionner ça, quoi. Ou même qu'on partage, qu'on oblige, par exemple la compétition privée à redistribuer les gains, ce qui fait qu'il y aura moins de femmes qui voudront le faire parce qu'elles seront moins bien payées et c'est tous les effets de bord que ça implique. Donc oui, oui, c'est juste aberrant. Donc bon voilà, ce point-là, je pense qu'on en a déjà pas mal parlé. Il y a un point moi que je trouve, vraiment intéressant, c'est la question de l'inflation, enfin de la «monnaie» entre guillemets et pour ça, j'essaie juste de vous retrouver une citation de Keynes. Ah voilà. En gros, enfin, pour revenir sur vraiment le sujet, c'est: est-ce que l'État doit intervenir pour corriger le marché? Et en fait, c'est toute la notion, et c'est sur ça que Keynes a basé toutes ses théories, c'est qu'il y a des inefficiences de marché, le marché n'est pas capable de s'autoréguler, et donc l'État doit intervenir. Donc c'est-à-dire, truquer les règles du jeu, distribuer de la monnaie, c'est surtout ça où Keynes a beaucoup contribué. Et je vais vous citer Keynes, enfin via Mises, qui lui le citait dans son livre. Donc Mises disait, et Keynes déclara, deux points, là c'est Keynes: il est certain que le chômage de masse, prolongé année après année, est une condition très insatisfaisante. Et ensuite, Mises dit: mais au lieu de suggérer que les salaires pourraient et devraient être ajustés aux conditions de marché, Keynes rajoute: si l'on dévalue la monnaie et que les travailleurs ne sont pas assez intelligents pour le réaliser, ils n'offriront pas de résistance à une baisse réelle du salaire, tant que les salaires nominaux restent les mêmes. Donc, en conclusion, tu arrives dans une situation où, en fait, en réalité, les salaires doivent baisser parce que, par exemple, on est dans un modèle déflationniste, le prix des biens et des services, tout baisse. Donc, les entreprises gagnent autant ou moins d'argent. Ça veut dire que soit elles vendent plus mais moins cher, donc elles font les mêmes profits, soit juste, en fait, même elles gagnent moins. Elles gagnent moins, Mais mais ouais, avec une monnaie qui a plus de valeur. qui a plus de valeur. Donc, c'est-à-dire que quand tu payes les gens, ils ont plus de pouvoir d'achat en réalité. Enfin, de toute façon, les deux sont le miroir, hein. La monnaie, c'est le reflet de l'abondance des biens et des services. C'est vraiment aussi simple que ça en réalité. Sauf que le problème, c'est qu'il y a un facteur dans tout ça, qui est le rouage qui peut coincer, c'est le salaire. Le problème, c'est que si par contre tu fais moins de profit ou autant
et que tu dois payer pareil ou plus d'année en année des gens qui travaillent pour toi, ouais, il y a un problème. Parce que tu vas empiéter sur ta marge jusqu'à devenir non profitable. Donc, soit tu dois maintenir les salaires, soit tu dois les baisser. Mais tu peux baisser les salaires et voir ton pouvoir d'achat augmenter. Et c'est ce qui se passe, justement. Et en fait, Keynes a apporté une solution là-dedans qui est en fait une solution à un problème presque psychologique. Hein. C'est pas du tout un problème économique, parce que le problème, il est solvable, comme on vient de l'expliquer. C'est que psychologiquement, oui, c'est dur de voir son salaire nominal baisser. C'est-à-dire, je gagne 1000, on va me donner 900, mais en fait, je peux avoir plus que ce que j'avais avec 1000. C'est très difficile. Donc, Keynes dit, on va partir du principe que les gens sont plutôt cons. Et en fait, on va imprimer de la monnaie ex nihilo qu'on va diffuser autrement pour que les gens voient leur salaire ne pas forcément baisser, voire augmenter. Donc, ils vont toujours avoir le même salaire nominal, mais en réalité, ils pourront acheter de moins en moins de choses parce qu'on va augmenter l'offre de monnaie en face. Et ça, c'est du génie. Mais ce qui est fou, c'est de le dire, c'est de l'écrire. Et de dire ça, c'est vraiment vous prendre pour des abrutis. Donc, toute personne qui défend Keynes et qui défend la monnaie inflationniste et fiat admet que je prends les gens pour des cons. C'est des jambons. Non, mais c'est magnifique. Mais faut voir à quel point, en plus, une idée comme ça, genre, c'est séduisant pour un État. C'est que là, d'un coup, en fait, tu lui expliques que, voilà, tu peux décider genre, je te donne la narrative dans un paquet qui va te permettre d'expliquer à la population qu'en fait, c'est bien que maintenant, tu imprimes de la monnaie, que tu puisses te financer infiniment. En fait, ça va servir les gens. D'un coup, parce qu'après, il y a toute l'histoire de se dire, voilà, l'inflation, c'est nécessaire pour la société. C'est l'huile qui permet au rouage de bien fonctionner, parce que sinon, après, on ne sait pas ce qui va se passer, on va tous mourir. On va se retrouver avec la crise de 29, qui était au final une crise inflationniste. Et après, tu sais, les gens nous disent, ouais, mais regarde, il a été reconnu, il y a un consensus autour de ce gars. Mais bien sûr qu'il y a un consensus de tous les États pour dire que c'est la meilleure idée qui soit jamais sortie d'un économiste. C'est l'idée qui le légitime. Ouais, c'est ça. C'est comme si c'était un... Merde, comment on appelle ça? C'est le mec qui annonce le Messie. C'est un prophète au final. Et il arrive avec une prophétie et il te dit, bah, en fait, on a besoin d'un grand État qui va gérer toute notre vie. Et bien sûr que le mec, il va avoir le prix Nobel et on va lui expliquer que c'est incroyable ce qu'il raconte. Et le problème, c'est que je crois que Keynes, partout, hein. d'ailleurs, blague à part, je crois que Keynes n'en a pas eu, si je dis pas de conneries. Il a pas eu de prix Nobel? Non, je crois pas. Attends, je vais fact-checker en même temps, mais je crois pas. Mais oui, du coup, je t'ai coupé, on s'en fout en réalité. Mais non, je crois qu'il en a pas eu. Il est dans tous les manuels scolaires en phase de... Ah oui, bah en 1924, je crois. Okay. Bah, ça doit être juste après Ah bah non, c'était avant la crise de 29. Bon bref, en vrai, on s'en fout. Mais oui, en tout cas, ce qui est réel, ça c'est sûr, c'est qu'on a bien suivi ces politiques pendant... Enfin, on les suit depuis 100 ans, hein, d'ailleurs. On peut fêter le centenaire. Et c'est vrai que c'est assez important parce que d'ailleurs, il était souvent en concurrence avec Hayek, qui lui défendait une politique qui avait rien à voir. Hein. Et pour le coup, pour un État, c'est très dur à entendre. Parce que Hayek, il arrivait, donc économiste autrichien libéral, qui disait aux États, faites rien, ne touchez à rien, arrêtez tout. Mais pour un État, tu es en train de lui dire, cesse d'exister. Mais moi, demain, on me dit ça, mais j'écoute pas. C'est inaudible. Surtout qu'en plus, à partir du moment où tu existes, t'as par définition un conflit d'intérêts quand tu vas choisir la solution. C'est pas on allait construire un État et il y avait deux visions qui s'opposaient, etc. C'est que l'État était déjà là et on lui a dit bah soit tu disparais, donc en fait tu perds ta position, soit on te trouve la solution pour t'entretenir. Mais évidemment que tu l'as choisi. Et derrière l'argument... Non, et surtout derrière l'argument de dire bah pourquoi si on fait tout ça, c'est bien que ça marche. Non, c'est pas un argument. Tu l'as bien démontré. Après, je pense qu'il y a un problème, c'est que, genre après, philosophiquement, je pense que les gens attendent quand même une solution. Alors, tu vois, l'argument de Hayek, en fait, il est tellement dur à entendre de se dire non, mais il y a pas de solution et on va pas attendre que quelqu'un vienne nous sauver et nous dire en fait ce qu'il faut faire, genre de choses. Genre juste, en gros, démerdez-vous. C'est dur. Il faut être adulte en fait pour passer ce cap-là et T'es en train de me dire que les socialistes sont des enfants, c'est ça? Et surtout, en fait, si au fur et à mesure, tu arrives à infantiliser ta population, bah, toutes ces idées, elles sont toujours plus simples.
et en fait, il suffit que tu les gardes de plus en plus dans le système scolaire, étatique et au fur et à mesure, en fait, on te biberonne à ce genre d'idée. Non, l'information, elle est difficile à avoir, il faut qu'il y ait des organismes, compétents qui soient là, en capacité de vous expliquer ce qu'il faut faire, plus c'est gros, plus ça marche, donc au début, on avait des trucs, local, ensuite on avait régional, État et maintenant, on a des des organismes internationaux, OMS, qui vont dicter, en fait, comment ça marche et les gens, en fait, avant qu'ils se rendent compte des effets pervers, au final, ça paraît, toujours mieux, tu vois? On a envie d'avoir un une grande organisation, qui fasse tout marcher bien et tout, mais en fait, est-ce que c'est des problèmes de mythes et de contes qui nous manquent, tu vois, dans l'enfance, où on nous explique que voilà, quand quelque chose devient trop gros comme ça, bah, voilà, le pouvoir, corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Est-ce qu'on manque de ça, tu vois? C'est peut-être en plus juste des problèmes de mythes, hein, qui Ah, qui le sont plus à problème jour. pour moi, le problème, initial, c'est l'éducation, c'est lisez, «L'éducation gratuite et obligatoire» de Rothbard, qui est aussi d'ailleurs dans les packs consensus dont je vous ai parlé, je crois que c'est le Turbo Libertarien, qui est absolument à lire parce qu'il explique exactement ce que tu es en train de décrire. C'est-à-dire, créer l'école publique, on enseigne une doctrine étatiste et plus ça va, plus c'est une pente glissante. Au début, c'était, quelques années pas obligatoire, puis après c'est devenu un peu plus d'années pas obligatoire, puis c'est devenu obligatoire, puis c'est de plus en plus jeune et aujourd'hui, bah, tu peux mettre ton gosse, dès la maternelle à 3 ans et tu peux sortir, de ce de ce truc. Bah, déjà, tu peux ne jamais en sortir toute ta vie si après tu travailles dans le public et rester, foutu. Mais en admettant que tu travailles dans le privé, quand tu arrives sur le marché du travail après un bac+5, tu fais de 3 à 23 ans, 24. Et c'est toutes les années où tu te formes, où ton cerveau est en pleine formation, où tu te construis, où tu commences à avoir des premières formes de raisonnement, où tu deviens adulte. Et en fait, on te maintient, en fait, on crée un esclave. Et les gens ne se rendent pas compte. Et en fait, oui, c'est qu'on a mis dans la tête des gens, et tu parlais de mythe tout à l'heure, que on doit aller à l'école, que on doit tous suivre des études, etc. Et qu'il y a en gros une sorte de moule. Tu sais, par exemple, moi, je vais te donner une take que les gens ne vont pas accepter, mais pour moi, 99% des gens ne devraient pas se voir enseigner à l'école l'histoire géo, les maths et la physique, enfin d'ailleurs toutes les matières en fait. Et en Ouais, vrai, après aujourd'hui, ça a pas besoin d'être obligatoire, genre tu peux, dans ton temps libre, te former à ça, écouter, les informations, privées, regarder, lire des journaux, ce genre de choses. Tu as pas forcément besoin d'aller, dans une mais surtout que, en fait, fac. on a complètement tronqué la notion d'école. En fait, normalement, cette éducation, cette instruction doit te former sur le marché du travail. Et aujourd'hui, 80% des métiers ne nécessitent pas d'études. J'avais vu une statistique comme ça, où en fait, tu sors d'études et en fait, tu vas juste apprendre en 2 semaines ce que tu dois faire comme boulot, en entreprise, tout simplement. Parce qu'en fait, bah, ce qu'on t'a appris à l'école, bien évidemment, ça n'existe pas dans le monde réel. Et en fait, t'as perdu 20 ans de ta vie à faire des trucs qui ne te servent à rien. Et en fait, en fait, vraiment, la formation au métier devrait être bien différente de ce qu'on appelle l'école. Et il pourrait y avoir une part de l'école, si c'est privé, qui t'enseigne un peu de culture générale, qui t'apprend à être moins une merde, enfin tout ce que tu veux. Mais déjà, ça devrait pas être obligatoire, imposé, dans un tel volume. Le fait que l'école publique bah, uniformise les gens s'en étonnent aujourd'hui. Ah oui, mais je comprends pas. Les enfants, ils ont de plus en plus de mal à suivre à l'école. On nivelle par le bas. Mais à partir du moment où tu mets 30 élèves différents, profondément, dans une classe, 8 heures par jour, avec une méthode d'apprentissage en particulier, mais tu t'attends à quoi comme résultat? Et évidemment, il devrait y avoir quasiment autant d'écoles qu'il y a de personnalités, ce qui existerait sur un marché libre de l'éducation. C'est-à-dire que, par exemple, des gens qui ont extrêmement peu d'attention, voilà, avec comme ça en classe, bah, ils auraient plus, je sais pas, des cours, par la pratique, formés à des métiers qui correspondent mieux à leur façon d'apprendre et en fait, ça marcherait et c'est ce que l'État essaye de singer avec les différentes filières, le pro, le technique, le général. Mais au final, c'est des voies encore très, comment dire, très peu, très peu spécifiques. Ah oui. Ouais. En plus, elles sont formatées et statiques et elles En s'adaptent plus, absolument pas au réel. Genre si demain ça doit changer déjà que le privé, il a du mal à faire ça.
Et en plus, il y a tellement de lois aujourd'hui dessus, sur l'éducation, que tu peux tenter peu de choses au final. Mais, dans le public, c'est encore pire. Genre, j'imagine même pas à quoi ça ressemble les cours sur l'IA, les cours en général, ChatGPT et tout, comment ils font. Déjà, quand il y avait le téléphone qui était arrivé et que tu avais la triche en cours et le fait que tu pouvais tout trouver avec Wikipédia, ce genre de choses, c'est en mode: «Faites attention». Bah, imagine aujourd'hui. Une armée de Google. Et vraiment ça c'est un phénomène que je vous invite à penser et à lire, et à du coup à lire le livre. C'est vraiment essayer d'imaginer un monde où l'école, où en fait l'école serait comme tous les marchés, où on répond à un besoin. Et surtout, il y a aussi un autre point, pour pas tout vous spoiler, mais qui est exploré, c'est le homeschooling, c'est l'école à la maison. En fait, c'est juste l'instruction des parents, du tuteur ou des proches, hein, peu importe. Mais en fait, c'est, on transmet l'information et on ne délègue pas ça à l'école. Parce que qui de mieux que vos parents ou vos proches pour vous connaître? Normalement, vos parents savent comment vous fonctionnez plus ou moins et donc sauront adapter, comment vous enseigner, des valeurs, l'histoire et aujourd'hui malheureusement c'est plus le cas, hein. Et c'est limite quasiment interdit, hein. Enfin d'ailleurs, c'est en partie interdit parce que l'école est obligatoire. Ça me fait penser, il y avait et c'était, Rockefeller qui avait créé, le Education Board, qui avait fait un peu parler de lui, où dedans, en fait, il expliquait que, il voulait créer une génération, d'Américains qui allait être assez servile, tu vois? Qui allait être juste de la bonne main-d'œuvre. Et c'est vrai qu'en même temps, ça contredit un peu ce que tu dis sur le fait que, voilà, il faut juste que les gens aient les capacités de répondre au marché et de travailler en entreprise, parce qu'au final, c'est ce que lui, proposait. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, il s'allie avec l'État et qu'en gros, ça permet d'avoir, un État qui produise des gens juste pour, des multinationales, qui sont suffisamment intelligents, mais pas trop, pour, juste être des bons salariés. Heu et Dans un c'était un peu système ça. libre, le problème c'est qu'il y aurait pas juste un Rockefeller, si c'était C'est ça. possible. C'est que Rockefeller a permis ça du fait que l'école est gratuite et obligatoire, enfin, surtout obligatoire, parce qu'elle est pas gratuite et du coup, lui, il impose sa méthode pour ensuite créer des gens selon son formatage et il y a des barrières à l'entrée. Si tu veux faire pareil que lui, tu peux pas parce que c'est Rockefeller, machin, machin. Mais si n'importe qui peut le faire, en fait, ça il y aurait autant d'écoles qu'il y a d'entrepreneurs qui ont envie de former des gens aux besoins. En fait, c'est là où c'est magnifique, c'est que tu rallonges. On parle souvent de la structure du capital productif, mais vraiment là, tu la rallonges au berceau quasiment, où en fait, tu peux aller, tu as un besoin sur le marché. Voilà, je suis entrepreneur, les gens ont envie de pain, je me mets à faire du pain, et d'un coup, je vais pouvoir pas juste proposer une réponse à ce problème, je vais pouvoir aussi commencer à former des gens en réponse à ce problème et en fait, tu rallonges la connexion au marché. Tu la rallonges depuis l'école, depuis ce que tu vas enseigner aux gens, ce qui aujourd'hui est complètement décorrélé. La preuve, les études les plus faites en France, le secteur, c'est les sciences sociales. Est-ce que c'est ce dont on a le plus besoin sur le marché? Je ne crois pas. J'ai de gros doutes là-dessus, hein. Après, vous me dites si vous trompez, mais je crois que la sociologie, ça fait pas avancer le monde. Et c'est juste ça, il y a une totale déconnexion entre la formation et le marché où là, les gens ont besoin et votent avec leur portefeuille. Et on en revient toujours au même point. Et il y a un dernier point souligné par Et Mises. attends, juste pour rajouter, c'est qu'en plus, ce qui est terrible, c'est que ces gens, de toute façon, ils vont souvent pas vraiment, finir dans cette voie-là, tu vois? Et en plus, souvent, ils sont quand même assez intelligents, hein. C'est des gens, souvent un peu de la bourgeoisie qui ont suffisamment d'argent pour faire des métiers qui servent à rien. Et en fait, ça va juste être encore des années en plus d'éducation, mais là, entourés que de socialo-communistes, où là, mais ils vont se faire matraquer le cerveau, hein. Ah oui, Parce c'est fini. que c'est le nid, aux idées, complètement, tarées. Et après ces gars-là se retrouvent, tu sais, dans toutes les grandes entreprises, dans les trucs de RSE et mes couilles. Et là, c'est terrible parce qu'en fait, ça te parasite tous les organismes, ça crée des ambiances pourries dans chacune des entreprises. Et c'est pas juste des gens qui servent à rien, non, ça crée des parasites ensuite. C'est vrai qu'on souligne pas assez le fait que non seulement ils servent à rien, mais que c'est du négatif. On se dit juste: «Non, mais au pire, c'est des gens, voilà, c'est un net zéro». Non, non, c'est du net négatif. Ces gens te pourrissent la vie et pourrissent la vie de tout le monde.
Parce qu'en plus, tu sais, il y a ce phénomène-là dont on parlait avec, David Saintonge, c'est le une super expression pour ça, c'est l'étalage, merde comme, de la vertu là, putain, c'était quoi déjà le terme? En gros, comme ils ont fait partie un petit peu de l'élite intellectuelle, des gens qui vont se battre pour, les inégalités, il y a en plus ce phénomène de se dire: «Ils sont au-dessus de tous». Au-dessus de tous les problèmes et ils se battent eux pour le bien de tout le monde et donc ouais, il y a un étalage de leurs vertus, tu sais, en permanence quand ils vont être dans des boîtes et en plus, ils vont sortir que, tu sais, ils ont le droit de la parole et combien de fois en entreprise, on s'est retrouvé dans ce genre de cas où c'est terrible, tu ne peux pas parler et en plus tout le monde se couche, OK, elle a dit ça, c'est bon. Bah, si tu as le malheur de contredire le responsable RSE, commence à faire tes bagages, hein. Parce que par contre, je suis sûr que dans ce cas-là, en plus, le licenciement est bien plus facile. Genre, tu fais foirer la boîte, tu lui fais perdre 1 000 000, compliqué. Par contre, tu as dit un propos, à l'encontre de la politique RSE de la boîte sur LinkedIn, je pense que tu peux te faire virer beaucoup plus facilement. Ah, il Et y a si moyen. des gens ont vécu cette expérience, n'hésitez pas à nous le dire, ce serait très drôle. Dernier point, sur lequel on conclut, c'est aussi le sujet de l'investissement à l'étranger. Il a tout un chapitre là-dessus, qui est lié, encore une fois, au capitalisme, hein. C'est que, en gros, il faudrait pas, par exemple, aider les pays en voie de développement qui ne se sont pas développés comme nous, et donc ne pas leur apporter le capitalisme. Alors, c'est un sujet qui est complexe parce que on ne doit pas apporter le capitalisme ou la démocratie par l'État. Quand c'est fait comme ça, je suis 100% d'accord, c'est no go. Par contre, qu'une entreprise privée aille dans un pays étranger peu développé, commencent à faire peu importe ce qu'ils font, du moment qu'ils ne volent personne, qu'ils respectent le droit de propriété. Non seulement c'est bien, mais c'est la meilleure chose qui puisse arriver. Et pour vous donner un exemple un peu moins connoté qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, là, je vous dis ça, vous visualisez l'Europe et l'Afrique, hein, concrètement. C'est comme ça que les gens le voient. Je vais vous prendre l'ère début, milieu, révolution industrielle. Et en fait, c'est l'Angleterre et l'Europe. Et c'est exactement ce qui s'est passé, et les États-Unis. C'est exactement ce qui s'est passé. L'Angleterre s'est développée, a accumulé beaucoup de capital, le chemin de fer, la machine à vapeur, etc. Et il y a eu énormément de capitaux. Les pays autour étaient à la traîne, les États-Unis encore plus. Et ils se sont dit, bah nous, pour faire encore plus d'argent, parce qu'on est des méchants capitalistes, on va apporter le chemin de fer en France, on va l'apporter aux États-Unis, on va apporter la machine à vapeur. Ce qui fait que ça a accéléré le développement de façon colossale, alors que s'ils ne l'avaient pas fait, bah on serait peut-être encore, je sais pas, au niveau du Zimbabwe, j'en sais rien, tu vois? Peu importe. Et ce qui est fou dans tout ça, c'est que ça leur a profité, ils se sont enrichis, mais nous, on a produit une richesse phénoménale grâce à ça. Et on ne se plaint pas aujourd'hui de l'impérialisme anglais, qui nous a, colonisés, parce qu'ils l'ont fait de manière plutôt intelligente, à l'inverse de, quand l'État français arrive dans un pays africain et je trouve que ça, c'est un point qui est assez rarement souligné. C'est que oui, hein, on peut les laisser se démerder, mais c'est multiplié par 10 leur temps de développement. Donc pourquoi pas? Après, c'est vrai qu'il y a quand même, le danger, c'est quand l'entreprise arrive dans un pays où, on va dire C'est c'est pas un c'est pas état de encore un droit, hein. régime capitaliste. Ouais, et que c'est pas un état de droit et là, ça peut partir en vrille, quoi. Parce que Ah d'un ça coup, ça elle c'est va se comporter comme une mafia étatiste et là, je sais pas, j'ai pas vraiment de réponse. Je vois pas, après c'est juste, le monde et la réalité des choses, après c'est à nous en tant que consommateurs et journalistes, de faire notre boulot et de pointer du doigt quand il y a des actes qui sont répréhensibles. Mais, qu'est-ce que tu veux faire, quoi? bah et puis il y a ça, bah déjà de un, c'est pas de notre responsabilité, c'est de la responsabilité, du système politique sur place. Il y a un moment, il faut quand même se responsabiliser, de se dire que bon, bah, à un moment, si tu as que des dictateurs et des gens mal intentionnés à la tête du pouvoir, faut peut-être commencer à faire des vraies révolutions et pas des révolutions où tu fais pire à chaque fois. Parce que ça, c'est quand même une réalité assez terrible. Et au-delà de ça, par exemple, si on prend le cas Bolloré qui est souvent cité, oui, il exploite l'Afrique, machin. J'avais vu quand même des témoignages beaucoup plus mesurés, par exemple, et je sais plus, je vais peut-être dire une bêtise si c'était en Côte d'Ivoire. Vous me corrigerez si vous avez la référence. Où en fait il fait travailler des gens là-bas, où il y a eu des scandales et donc on était en mode ah Bolloré, Colomb, faut le tuer, mais où tu avais énormément de témoignages de gens sur place et des faits
qui augmente la richesse de façon colossale, offre du boulot à beaucoup de gens, élève le niveau de vie global. Et après, c'est ce que tu as souligné, le problème c'est qu'on n'est pas forcément dans des états de droit et qui vont être en mesure d'abuser, de violer la propriété privée, et qu'il y a des gens qui vont être mis sur le carreau du fait que le système politique est pourri. Mais c'est presque, j'ai envie de dire, en amont, la responsabilité, c'est le système politique, c'est ce qu'on dit à chaque fois. C'est oui, bah, à partir du moment où tu ouvres une brèche, l'individu va s'y engouffrer, surtout quand c'est en plus des aussi grosses boîtes où c'est la responsabilité de personne. C'est trop difficile. Mais in fine, le net, je pense qu'il est positif. N'en déplaise à beaucoup de gens qui pensent qu'ils auraient envoyé des gens dans l'espace si Bolloré n'existait pas. Je pense que c'est pas le cas. Donc Parce au qu'on final, on va conclure là. ouais, dommage, on n'a pas écouté notre Sandrine Rousseau, mais je vous laisserai aller le voir sur Twitter. Hein. Je lui avais répondu. Et il y a beaucoup de gens qui l'ont fait aussi. Hein. Il y a Éric Larchevêque, etc. Mais bon, elle nous expliquait qu'on était ultra-libéral. Je pense qu'on a expliqué pourquoi on ne l'était pas. Et ouais, en conclusion, je pense que vive le capitalisme, vive la liberté, et que s'ils prétendent faire mieux, qu'ils le prouvent, hein, parce que aussi il y a un argument quand même assez simple, c'est le track record. Le track record du capitalisme est quand même supérieur au communisme pour l'instant, même au socialisme. Donc bon, venez faire C'était mieux. du capitalisme d'État. C'est ça, voilà, c'est le problème. Donc allez vous faire foutre, concrètement. Ouais. En tout cas, juste, à chaque fois, on aime bien, à la dernière minute, après 2 heures de vidéo, rappeler le lien avec Bitcoin. Mais c'est que Bitcoin, ça vous permet de faire un bon raccourci et vous avez plus de besoin de demander la permission. Et donc, vous faites vos contrats avec les gens comme vous le souhaitez, vous épargnez comme vous le souhaitez, et puis surtout, vous arrêtez de financer le machin qui permet tout ça, qui est la monnaie fiat de l'État, qui s'endette avec. Et ça, c'est un sacré miracle. Donc, c'est pour ça qu'on s'appelle Auto Bitcoin. C'est parce que Bitcoin, liberté, ça va ensemble. Et puis, encore une fois, ce que tu viens de démontrer, c'est que vous votez avec votre portefeuille, avec votre thune. En choisissant de plus posséder d'euros, mais de posséder du BTC, vous votez. Et c'est le meilleur vote contre l'euro numérique. Bitcoin, c'est le retour à la vraie démocratie. C'est ça, vous voulez voter contre l'euro numérique, achetez du BTC. Et vous allez voir, votre vote va être extrêmement efficace. Parce que si on se met tous à le faire, il n'y aura pas d'euro numérique. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et il n'y aura même plus d'Europe. Mais bon, c'est un autre débat. N'hésitez pas, ça aussi c'est important, à liker cette vidéo pour nous donner de la force, à mettre un maximum de commentaires. Je salue, j'ai pas son nom, mais celui qui commande tout le temps référencement. Je crois que c'est horrible ce que je vais dire, mais c'est le commentaire qui fait le plus plaisir. Parce que c'est quelqu'un qui se dit, je veux juste leur donner de la force. Donc voilà, ça fait énormément plaisir de lire ça et même de lire tous les commentaires. Merci pour ça. Donc bombardez. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, normalement, si tout se passe bien et qu'il n'y a pas de catastrophe nucléaire, on se retrouve la semaine prochaine pour soit tabasser du gauchiste, soit vous parler de trucs intéressants. Mais dans tous les cas, moi je sens que c'est intéressant. Donc. Moi, je veux une mage encore sur le site. Je veux des mages Oui, toutes les semaines. Et n'oubliez pas d'aller voir le site, c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs intéressants et j'essaierai de sortir une mise à jour pour la semaine prochaine, selon vos suggestions aussi, donc n'hésitez pas à le faire. Et Allez, si vous avez envie des mêmes services pour votre site web, on vous l'offre aussi. Bon, c'est à 10 secondes de la fin, mais vous avez dû voir le logo Normand Pixesium sur toute la vidéo. Donc voilà, ce site web, on l'a fait nous-mêmes et on en fait d'autres. Donc, je vous invite à regarder notre site web où il y a toutes nos réalisations. Ouais. Et c'est comme ça qu'on se finance. Exactement. On est notre propre sponsor et on ne fait pas que des sites satiriques. On fait aussi des trucs très solides et qui marchent bien parce qu'à la base, on est quand même ingénieur et développeur. Allez, ciao. Ciao.